Il y a de la latence, hein. Waouh! Je vérifie, hein, Yersen, tu m'en veux pas, hein, que, on m'entend quand je parle? Que moi, je vois toujours le live va commencer là, sur le live va commencer. Je vais peut-être refresh d'ailleurs. Peut-être refresh comme ça, je vais voir s'il y a des gens qui parlent, pour être sûr que, on est bon, tu vois ce que je veux dire? Voilà et je m'entends correctement, ça c'est formidable quand même. Bonsoir à tous et bienvenue pour, notre émission pardon, de des échos des terrains du lundi soir 21h comme toutes les semaines et voilà, on va dire que maintenant, hein, c'est notre, pilier de bar parce qu'il est toujours là. Il est toujours avec nous. C'est notre, Manu intergalactique. Salut Manu. Salut Nico, on m'entend bien? Oui, j'ai le micro, normalement j'ai tout. Salut Nico, un plaisir d'être là comme à chaque fois. Refaire le week-end de foot, c'est quand même un luxe incroyable, donc on va pas se plaindre. Ah oui, bah, tu m'étonnes et puis, il y a du sujet en fait, bon, on va parler directement, du gros sujet, le classico, moi je l'appelle, mais bon, maintenant c'est voilà, il y en a qui disent que, c'est pas un vrai classico. Roberto De Zerbi qui nous dit que, c'est quoi ce classico? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Et c'est pas du tout un vrai classique comme lui, il a l'habitude. Enfin bref, on va pas trop en polémiquer par rapport à tout ça. Mais bon, en tout cas, on s'attendait quand même à un match, intéressant et on l'a eu, mine de rien. C'était quand même, plutôt équilibré, et puis, il y a beaucoup de choses à dire. Donc dans un premier temps, avant de monopoliser la parole, je vais te laisser en parler Manu, je t'en prie. Sur les déclats de Roberto De Zerbi, c'est un petit peu de frustration, je pense, parce qu'il vient de perdre le match, mais c'est pas exactement les mêmes que quand il est arrivé où il a dit: «Moi, je viens pas pour être deuxième. On va gagner contre tout, on peut gagner, on va gagner contre tout le monde». Bon, c'est un peu de Oui, frustration, un peu de dépit, c'est normal, il y a rien de dramatique, c'est juste qu'il a vu simplement que c'était compliqué. Sur le match d'hier, pour revenir sur le match d'hier, c'est loin d'être un massacre qui pouvait être annoncé. Moi, je m'attendais pas à un massacre personnellement parce que tout simplement parce que le PSG a joué 120 minutes à Anfield, s'est qualifié à Anfield après 120 minutes, une séance de tir au but, qu'au-delà de l'impact physique qui est moindre au PSG parce que ça fait pas mal tourner et qu'il y a un effectif qui permet d'encaisser des chocs physiques, c'est l'impact mental. Quand tu vas te qualifier comme ça au bout de la séance de tir au but dans un match aussi important, tu as forcément de la décompression après. Euh, donc je ne m'attendais pas à un massacre et j'ai été globalement agréablement surpris par le PSG parce que réussir à gagner ce match dans ce contexte-là, eh ben, il faut le faire. Il faut le faire et ils l'ont fait. Ça veut dire que vraiment, ils dérogent jamais de leur engagement mental qui est le leur depuis plusieurs semaines, mois maintenant. Donc moi, ça m'a assez impressionné. Et sur le match de l'OM, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bonnes choses, notamment à 2-1, quand l'OM perdait 2-1. Il y a eu une séquence, enfin plusieurs minutes où l'OM aurait pu revenir. Mais globalement, ce qui ressort et ce qui me saute aux yeux, c'est le manque d'individualité de l'OM. Je te l'ai dit la semaine dernière et je le redis, pour moi, se passer de Greenwood, c'est une erreur. Euh, J'entends tout ce qui est dit sur lui, mais je trouve que c'est une erreur quand tu es l'OM aujourd'hui et que tu as besoin d'armes. je Luis suis Enrique d'accord au avec toi, hein. PSG, Pour ce Luis match-là, Enrique, hein, tu as dit pour quoi? ce pour ce match-là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais ce match-là est Autant le même. autant, il y a eu des matchs où on pouvait le mettre sur le banc pour lui envoyer un message. Ça se j'en voilà, je suis le premier à le demander et c'est ce qui a été fait plus ou moins. Mais pas celui-là, pas ce match-là où tu as besoin d'un Greenwood, tu as besoin de voilà, de quelqu'un qui est vachement bon Mais même, techniquement. Donc même celui d'avant, parce que le résultat qu'on te lance, il n'est pas satisfaisant. c'est sûr. Euh, alors j'entends que tu dois piquer un joueur, que tu dois le réveiller, mais réveiller un joueur qui est déjà meilleur buteur, c'est compliqué. Hein. Tu as d'autres joueurs à réveiller avant. Faire un exemple avec lui, moi j'ai du mal. Mais bon, Il y c'est avait une Enrique parenthèse. aussi. Oui, mais Luis Enrique, là, par exemple, il a débuté. Oui. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le traitement star de Greenwood qui fait qu'il doit prendre, mais je comprends pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre.
Peut-être qu'il est très méchant et qu'il parle très mal à De Zerbi et à l'entraînement, il se roule par terre, il veut pas courir et il fait des roulades, mais j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est la responsabilité du coach de faire en sorte que tes meilleurs joueurs soient disponibles et en forme et aient envie de jouer. C'est aussi la construction d'un groupe, d'une équipe avec les joueurs dont tu as envie. Donc j'ai du mal. Mais c'est pas que Greenwood sur ce match-là. C'est l'absence aussi d'individualité défensivement, parce que l'entrée de Lirola, c'est pas possible, par exemple. Mmh. Euh, alors on va dire c'est de la malchance, le centre arrive vite, ouais, mais enfin, tu mets pas un extérieur du pied droit sous ta barre, quoi. Je sais pas, tu mets un tacle qui part dans l'autre sens. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'entrée Il de est il Lirola, est si bien il est si bien exécuté le centre pour toi? En fait, j'ai autant j'en veux pas à Rouli sur les 2 premiers, le troisième, je sais pas. Je suis un peu plus circonspect sur sa sortie à Rouli. ah bah tu vois, moi, pour le coup, Rouli hier, je le trouve pas exceptionnel du tout sur le match, globalement. Sur le troisième, oui, parce qu'il est un petit peu loin du ballon, mais même sur le Ouais. premier, où Dembélé le dribble un petit peu facilement. Ouais, mais euh, ça, c'est enfin, maintenant, ils ont étudié, comment Rouli sortait, tu sais qu'il va faire ça, Rouli, tu sais qu'il va se mettre en opposition comme ça, donc tu as juste à faire le tour. Donc Non, c'est sûr, mais par exemple, pour revenir au débat du début de saison où pour le coup, Roulier était beaucoup plus décisif que Donnarumma, bah moi, je suis quand même assez content d'avoir maintenu ma préférence. Après, c'est personnel, mais tu vois, sur un gardien comme Donnarumma, que je trouve plus ample, plus large dans sa taille, dans son envergure, il l'a montré à Liverpool. Hier, il est irréprochable parce que sur le but, il peut rien faire, mais sinon, il insuffle aucune peur, aucune crainte de se trouer. Enfin bref, mais Rouli, on va pas tomber dessus. Genre, en tout cas, certainement pas moi, parce que tout ce qu'il a fait cette saison, c'est monstrueux. C'est pas Rouli, c'est sûr. c'est pas le fait qu'il manque Greenwood. C'est un peu de tout ça et c'est un peu aussi des individualités défensives. Parce que je parlais de Lirola, mais globalement, derrière, il n'y a pas une certitude. Dès que tu prenais un ballon dans le dos, tu revoyais plus les joueurs. Ça, c'est un problème. C'est un problème et ça a été un des grands problèmes, j'ai envie de dire, cette saison, parce que De Zerbi a dû changer de schéma à cause de ça après le match aller face à Auxerre. Comme il prenait trop de contre, il a dû revoir toute sa mise en place tactique pour rajouter un défenseur central et essayer de combler des lacunes défensivement. J'ai pas l'impression que l'arrivée de Luis Felipe ait réglé le problème. Donc ça va être un vrai chantier, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce que l'OM a encore des mercatos à faire. Euh, mais globalement, je suis pas inquiet parce que, comme tu le disais, voilà, le match d'hier, c'était pas une démonstration et l'OM a montré des choses. Et en vue de la deuxième place, ça reste quand même assez encourageant et prometteur. Oui, et enfin, voilà, tu l'évoques avec, le fait que, on a, voilà, des problématiques, de profondeur avec, l'OM, ça c'est sûr, on l'a vu, avec Auxerre, avec Strasbourg, forcément, voilà, c'est quelque chose quand même que si nous on le voit évidemment que, bah, le staff le voit aussi, c'est une évidence. Maintenant moi, je me pose de plus en plus la question en me disant: «Bah, est-ce que c'est vraiment la solution miracle de jouer à 5 derrière?» Je suis pas sûr. Parce que la plupart du temps, c'est un problème de milieu, en fait. C'est-à-dire que si tu arrives à couper les courses, ce qu'il peut y avoir au milieu à il y avait on l'a bien vu en plus, c'était criant sur le match contre le PSG, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un décrochage d'un attaquant ou d'un milieu qui allait entre les lignes pour aller chercher le ballon. Donc en fait, voilà, c'est la problématique, elle est là, elle est dans le fait de suivre ce décrochage et on n'a pas été capable de le faire. Bah, en tout cas, c'était criant au début, du match, pour les 2 buts, quoi. En fait, moi, je pars d'un principe tactique et ça, c'est moi, c'est ma vision et c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas une règle, c'est pas une science, c'est pas. En fait, si tu veux jouer avec trois défenseurs centraux, si tu rajoutes un défenseur central à une composition de base, pour moi, c'est dans une idée de fermer des espaces proches de ton but. C'est-à-dire que tu rajoutes une densité, un joueur en plus dans une surface où tu dois étouffer l'adversaire proche de ton but. Si tu veux jouer haut et enfin, avec une philosophie d'utiliser le ballon, la possession du ballon, de faire du jeu et de jouer haut, en fait, pour moi, c'est totalement contre-productif. Et d'ailleurs, ceux qui performent avec ce schéma-là, c'est des équipes qui aiment se projeter rapidement vers l'avant, mais qui ne vont pas t'agresser très haut sur le terrain, camper dans la moitié de terrain adverse, parce que rajouter un défenseur central, ça
ça ne change rien à la gestion de ta profondeur. Ça Je suis peut d'accord. servir si tu joues proche de ton but. Oui, tu as un joueur en plus pour défendre et c'est utile. Mais si tu joues plus haut, euh, ça ne change rien. Un ballon dans le dos, tu vas quand même le prendre à 2 ou à 3 dans l'axe. Donc en fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je te dis depuis toujours que rajouter un défense central, en plus dans un schéma de Zerbi qui aime avoir le ballon, pour moi, c'est pas la bonne chose depuis le match aller contre Auxerre. Je sais pourquoi il l'a fait, j'entends pourquoi il le fait, parce que ça prenait trop de contres. euh, mais le résultat, c'est que ça prend encore des contres et qu'en contrepartie, tu n'as pas une utilisation du ballon qui est satisfaisante et qui permet de faire très mal offensivement. Donc, tu t'en prends à tes individualités comme Greenwood, comme Luis Enrique, mais au final, c'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est un problème de mise en place. Moi, je ferais autre chose, mais je ne connais pas mieux le foot que de Zerbi et j'ai rien à lui apprendre. C'est juste que je remarque et voilà. Et pour moi, rajouter un défense central, comme tu l'as dit, c'est pas la solution. C'est une solution. Si tu veux fermer tes espaces plus bas, tu as un joueur en plus, tu as une densité. C'est une solution aussi si l'adversaire joue avec deux attaquants parce que tu as un surnombre, tu as un troisième défenseur central. C'est important d'être en surnombre, mais c'est pas la solution. Tu ne vas pas développer du jeu flamboyant avec ballon et tu ne vas pas être plus en sécurité défensivement si tu joues haut avec un troisième défenseur central. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois tactiquement, mais c'est pas une règle et c'est juste ma vision. Totalement d'accord. Après, c'est vrai que on va pas refaire, tout ce qui s'est passé, durant, ce début de championnat. Mais, le fait de, entre guillemets, composer, devoir composer tout le temps, voilà, avec une nouvelle, charnière parfois à cause des blessés, à cause des cartons. Enfin bref, on connaît, la musique, Les absences et hier aussi, les absences hier c'est aussi de ça, Benacer, de c'est Dolberg, ça. bien sûr, bien sûr. Ça joue, c'est évident. Le fait que, bah, je sais pas, ça aussi, pourquoi exactement. Heu, c'est sûrement pour la même raison, que De Zerbi n'a pas choisi de, titulariser, ces derniers temps, Greenwood. C'est aussi, le fait qu'il ne donne pas assez, notamment à l'entraînement sûrement, parce que il est revenu, souvent là-dessus, Roberto, en disant qu'il faut gagner sa place vraiment dans le 11, que ce soit à l'entraînement ou, par rapport à, voilà, ce qu'il est en train d'expliquer, par rapport, à son schéma. Il faut que, ça réponde derrière. On a vu, je me souviens très bien au début de saison où on a vu des vidéos de Zerbi qui poussait des gueulantes à l'entraînement. Voilà, c'était vraiment dans cette idée-là de comprendre ce qu'il voulait, mais au-delà de ça, je reviens à ce que je voulais dire, le fait qu'il n'utilise quasiment jamais Roy, pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Bon, OK, et maintenant il a mis Rabiot dans ce schéma-là, sachant que, voilà, encore une fois, je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Rabiot en 8 serait mieux. Après la problématique, c'est que, on n'a pas de «vrai 10» entre guillemets, même si, je pense qu'un Nadir commence à monter en puissance. Donc là-dessus, potentiellement, il pourrait le faire, mais c'est un peu tôt pour lui, actuellement. Il est capable, on l'a vu, il a des facilités de pied et cetera, il est capable. Mais voilà, c'est un peu le contrepartie aussi de ce que demande De Zerbi, c'est que tu peux pas juste être un offensif. Il faut que tu saches défendre aussi. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup vu, Nadir, comme Enrique en fait. C'est à peu près toujours la même chose, mais Rabiot aussi. C'est-à-dire que tu attaques, mais il faut que tu redescendes parce que voilà, c'est en équipe, c'est en bloc que tu dois défendre, et donc tout ça, c'est des circuits, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement, mais bah, quand tu joues avec un Rabiot à gauche, avec, un Nadir au milieu et à droite, c'était Enrique, bah, forcément, si tu changes en cours de saison les gens, tu ne peux pas avoir les mêmes automatismes. Ouais, mais si on regarde les équipes qui ont terminé les deux premières places l'année dernière et qui sont encore tout en haut cette année, alors le PSG évidemment c'est à part, mais dans l'utilisation des individualités, au PSG, tu n'as pas un attaquant soutenu par deux milieux de terrain. Ça n'existe pas. Au PSG, il y a un attaquant, Dembélé, il a trouvé son attaquant avec Dembélé très bien. Autour, tu as deux ailiers et derrière, tu as des milieux qui se projettent. Ça te fait quand même devant, avec Dembélé à côté, tu as quand même soit Barcola, soit Gvara, soit Doué.
tu as des joueurs offensifs, des joueurs qui sont Mmh. à l'aise très haut sur le terrain. À Monaco, qui a terminé deuxième l'année dernière et qui revient bien là, tu vois une multitude de choix sur des joueurs offensifs qui sont Ouais, je alignés à suis chaque d'accord. fois. Pas toujours à bon escient, mais tu as cette matière-là offensivement. À l'OM, je la vois pas. Euh, Roth en a parlé, alors peut-être il s'investit pas, c'est sûrement totalement vrai, mais le résultat est que offensivement, l'OM n'a pas d'armes, pas assez d'armes aujourd'hui. C'est pour ça que moi je trouve que ce, se passer de Greenwood, ben c'est délicat. C'est délicat quand déjà tu cherches des armes offensives, mais ça peut être trop aussi. Ça peut être aligné, comme tu le disais, comme tu as proposé ça, aligner Mopé et Gouiri ensemble. À un moment, il faut trouver des armes parce qu'aujourd'hui, ben, il n'y en a pas assez. Il n'y en avait pas assez contre Lens. Il n'y en avait pas assez contre le PSG parce que oui, tu marques un but, mais sur un ballon qui est C'est donné par un donné. joueur sur un ballon qui est donné par un joueur du PSG lui-même, sinon tu marques pas. Offensivement, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Rabiot, c'est pas qu'il me plaît pas offensivement, c'est que je veux le rajouter comme arme plus bas sur le terrain. Plus bas Je sur suis le terrain, d'accord. il va pas attendre dans sa moitié de terrain avec des menottes. Il va aussi se projeter vers l'avant. Sauf que le mettre plus bas, ça permet de rajouter un joueur offensif à sa place devant. Tout simplement, c'est ça que je veux. C'est avoir plus d'armes offensives. Alors peut-être que c'est à la disposition, elles ne conviennent pas. Mais au bout d'un moment, euh, Franck McCourt, il va te dire, moi, je suis pas un multimilliardaire qui va mettre 400 millions à chaque fois. Donc quand tu prends des joueurs, concentre-toi, parce qu'il faut pas trop de rater non plus. Eli Wahi, à un moment, il va falloir quand même que De Zerbi dise ce qu'il veut, être sûr de ce qu'il veut, et dire avec ça, je vais construire comme ça. Aujourd'hui, c'est des pansements sur des manques. À chaque fois, lui, un tel, il n'a pas été bon, je l'enlève. Lui, là, je le remets. Je change de schéma parce que défensivement, ça va pas. Ouais, mais c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de construire sur la durée une idée de jeu, un projet qu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir. Luis Enrique a réussi au PSG en faisant des ajustements. C'est normal au début de se tromper, de ne pas mettre les bonnes choses. Il mettait pas les bonnes choses au début, Luis Enrique. C'est la réalité. S'il n'avait pas changé, les résultats, ils auraient été merdiques. Il a changé, il a évolué. Donc c'est à De Zerbi de le faire aussi de son côté. J'attends ça et ça passera sûrement par le mercato. Et d'ici là, bah, faudra souffrir et finir deuxième. Ouais, mais regarde, si tu prends le parallèle avec le PSG, ils ont quand même mis, alors je sais que c'était pas un souhait d'Enrique, mais ils ont quand même mis 80, enfin combien? 90 ou je sais plus sur, Randall. Donc il y a eu des ratés aussi. Donc Mais bien sûr, voilà, des ratés sur le mercato, ça arrive partout. Des ratés sur ta mise en place. Mettre Kanguini numéro 9, c'était un raté total. ça c'est sûr. Enfermer Nuno Mendes, défenseur central, c'était un raté total. D'ailleurs, ça a évolué. Mendes joue beaucoup plus haut, il est buteur. Moi, ce que je demande à De Zerbi, c'est de libérer Murillo quand il joue dans l'axe pour le mettre vraiment latéral droit, pour changer de schéma. Mais bien sûr qu'il y a des erreurs et que c'est normal. Que la base, je comprends sa vision du foot et ce qu'il veut faire. Mais à un moment, applique les choses. Parce que si tu ne changes pas les choses, si tu restes enfermé dans ce schéma qui n'est pas bon et dans le fait de punir tes individualités devant, bah attention, parce que Monaco va prendre les points comme l'année dernière, Lille va se réveiller. Attention, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave. Ouais, bah, ça, j'entends bien qu'il y a rien, de «grave» entre guillemets, mais enfin, pardon, Manu, mais à un moment donné, il faut quand même être factuel. C'est-à-dire que tu perds 6 points contre Auxerre, tu perds, 3 points contre Lens, tu perds, on va dire 2 points contre Strasbourg et 3 points, chez eux. C'est des équipes qui sont à ta portée normalement, quoi. Je veux dire, il y a pas photo. Que tu gagnes pas contre le PSG, bon, tu perds 6 points contre le PSG. Bah, je veux dire, il y a pas de honte parce que tout le monde, perd contre le PSG. Mais les autres, ils sont a priori dans un championnat qui est pas le tien. Toi, tu es au-dessus et donc ça, c'est gênant quand même pour le coup. Ça, c'est gênant, mais à la limite, j'ai envie de te dire, oui, c'est gênant. Mais les autres équipes aussi. Monaco a perdu 3 points contre Angers. Lille vient perdre 3 points Oui, à 11 contre 10 contre Nantes. Donc ça arrive, c'est pardonné. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est la projection. Qu'est-ce qu'on va avoir qui permet à l'OM de ne plus perdre des points bêtement et tu vois, d'assurer des matchs tranquillement. Et bien là, de la semaine prochaine, dans 2 semaines parce que c'est la trêve, mais je ne suis pas sûr puisque visiblement, il n'a pas installé quelque chose, il ne va pas mettre en place quelque chose sur la durée, et ben, moi, ça m'inquiète un peu. Voilà. Mais
Oui, donc du coup, tu perds des points, tu restes à la portée des autres équipes qui ont aussi perdu des points, et au final, tu peux même te faire doubler, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est très très serré. Donc, il faut trouver des solutions. Moi, je le demande depuis longtemps, il n'entend pas. Il n'entend pas, Mmh. il est... C'est ça aussi d'avoir des certitudes, c'est que quand tu es aussi sûr de toi, ben, tu n'entends pas les autres et tu penses que ce que tu mets en place est... Mais les meilleurs, ils ont gagné parce qu'ils ont évolué. Guardiola, il a gagné parce qu'il a évolué. Luis Enrique, il est en train de gagner parce qu'il a évolué. S'il n'évolue pas, il n'y aura pas de résultat. Donc, on va voir. Ouais, je j'ai confiance quand même en De Zerbi, je pense que là, avec, les matchs qui vont arriver, il y a du Reims, pour le prochain match. Si tu gagnes pas contre Reims, ouais, là, ça va commencer à être compliqué quand même. Là, c'est Contre Reims, sûr. contre Reims, c'est pareil. Il va y avoir des contres, donc il va vouloir les contenir. Très bien, j'espère qu'il va y arriver. Mais si tu n'arrives pas à utiliser le ballon et à faire mal à un bloc regroupé, eh ben, ça peut être la même chose, un contre à la 95e minute et un but qui sort de nulle part. Donc, ce qui moi m'intéresse, c'est pas comment il va contenir les contres rémois, puisque de toute façon, il va prendre des contres. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va réussir à faire mal au bloc bas rémois, ce qu'il n'a pas réussi à faire contre Lens et à d'autres reprises, notamment Tout à fait. dernièrement. Et ça passe par l'utilisation des individualités offensives. S'il ne change pas ça, je te le dis, s'il raligne Rabiot, Nadir et un attaquant, je serais inquiet. Je serais vraiment inquiet parce que Oumar Diakité, dans la profondeur, il va te faire très mal. Et tu as des joueurs comme Nakamura et Ito qui vont te lancer des ballons tout le temps. Si derrière, tu n'arrives pas, toi, à faire mal offensivement, je suis inquiet. Donc, on va voir. Moi, je suis moins inquiet que toi parce que, pour le coup, je suis tellement hype par, Gouiri. Heu, on parlait de Greenwood qui est, on va dire le mec qui est capable de te changer un match à lui tout seul, mais alors Gouiri, enfin, je veux dire, c'est clair. Depuis qu'il est, il est chez nous, il a retrouvé, ses talents, cette joie, de jouer et cetera. Tu le sens quoi, qu'il est bien, qu'il se sent bien, avec l'équipe et donc là-dessus, moi, j'ai pas trop de doutes sur le match de Reims. Mais après ensuite, il y a d'autres équipes à jouer pour l'OM, mais il va y avoir du Monaco et du Lille quand même. Donc il va falloir aussi les gagner ces matchs-là, forcément, hein, donc au moins pas perdre de points. Match nul si tu veux, mais voilà, il faut rester devant. Hem et donc juste pour en revenir, au match contre le PSG, il a aussi entre guillemets, «pris des risques». De Zerbi en alignant Felipe Ramos. Bah, encore une fois, hein, on parlait d'automatisme, je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps de travailler tous les automatismes avec cette charnière. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match? Il a fait son match, il est pas réellement fautif. Il a subi le fait que, pour moi, De Zerbi a été audacieux, mais pas sur ce choix-là. Il a été plutôt audacieux dans la hauteur du bloc. On en discutait avant le match. Est-ce qu'il allait demander un bloc très bas ou de jouer un petit peu plus haut? Bah, il a demandé de jouer un petit peu plus haut. Et forcément, si tu demandes de jouer un petit peu plus haut, tu as un PSG aujourd'hui qui sait jouer dans l'espace, qui sait jouer rapidement vers l'avant. Euh, et donc, ça a fait mal. Ça a fait mal là-dessus. C'est pas la faute de Luis Felipe, c'est la faute d'un OM qui a essayé de jouer un petit peu plus haut, de gêner le PSG, qui a en partie réussi. Mais de l'autre côté, bah, tu laisses forcément des espaces, donc le PSG s'est régalé. C'est trop tôt pour savoir quel sera son apport. Il faut le voir dans un autre match où il sera beaucoup moins exposé avec les autres derrière lui. Mais pour moi, c'est pas tellement lui le problème, c'est plutôt de l'autre côté. Je le disais, tu sais, j'ai longtemps parlé de Facundo Medina. C'est pour moi le problème, il est à la gauche de Balerdi et c'est de là dont vient le but de Nuno Mendes, c'est Mmh. Hakimi. C'est à la gauche de Balerdi. Il n'y a personne. Il y a personne aujourd'hui. C'était Kondogbia, mais tu fais monter Kondogbia au milieu, qui a été bon. D'ailleurs, Kondogbia, bah, tu n'as plus personne derrière. Le problème, il se situe là. C'est pas de l'autre côté, du côté de Felipe Ramos. Mais c'est pas lui. De toute façon, c'était pas lui le problème, loin de là. Je l'ai trouvé même plutôt cohérent pour une première. Donc, honnêtement, pour moi, je suis plutôt même satisfait de son match. C'est collectivement que l'OM a eu beaucoup de mal à digérer le fait de jouer haut parce que le PSG a fait trop mal dans le dos. Et ça, bah, c'est pas la faute de Luis Felipe ou de l'OM. C'est la faute de la qualité du PSG. Ah oui et tiens, en parlant de Kondogbia, j'ai pu voir que, à l'équipe, il lui avait mis 3, donc je trouve ça très sévère. Quel est ton ressenti?
C'est incompréhensible. Il fait un très très bon match. C'est un 6 pour moi, donc c'est le double, c'est énorme. Alors j'ai lu rapidement, il lui reprochait sa tête manquée, mais enfin manquer une tête pour un milieu de terrain et il manquerait plus que ça. C'est Zidane s'il met un doublé de la tête en finale du mondial, quoi. Non, non, je l'ai trouvé très bon dans les duels, je l'ai trouvé très bon. Dans les ressorties de balles, je l'ai trouvé propre. Même parfois, le PSG a essayé de presser, il n'y arrivait pas parce qu'il ressortait tous les ballons proprement, Kondogbia. J'ai trouvé que c'était vraiment le patron du milieu de terrain de l'OM hier, avec les absences de Benacer et Holberg, évidemment. Euh, c'est pour ça, hier, par exemple, j'aurais vraiment aimé un Rabiot plus bas à côté de Kondogbia et voir un attaquant en plus. Mais Kondogbia, je l'ai trouvé très très bon. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, de toute façon. Je le préfère milieu de terrain, défenseur. Maintenant, si tu n'as aucune solution Tout à fait. derrière, ben, il peut jouer derrière. Mais je pense qu'hier, il a montré que c'était un vrai milieu de terrain et qu'il pouvait jouer à un bon niveau au milieu de terrain. Donc 3, je comprends absolument pas. C'est incompréhensible. Oui, il a raté une tête, mais en même temps, si c'est lui qui doit mettre des têtes, l'OM est fichu. Donc, non, non, il a fait un très très bon match et je suis très satisfait de lui. Ah ouais, bah, écoute, moi pendant un moment là, sur une action, j'ai cru que c'était Pogba au milieu. Donc c'est pour te dire. Heu, pour Ils faire ce étaient qu'il a fait là trois au au milieu de pressing sur cette terrain, action. Trois au pressing sur cette action, ils n'ont pas réussi à attraper le ballon et plusieurs fois, ils ont essayé de le presser, mais ils n'y arrivaient pas parce qu'ils ressortaient tous les ballons proprement. Très intéressant, franchement. eh oui, tout à fait, on n'avait pas vu ces qualités-là l'année dernière, il les avait laissées au placard, il faut dire qu'il avait été quand même pas mal blessé. Bon, c'est un autre problème. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a pas mal là des blessés en ce moment, bon, il y en a qui tirent sur l'infirmerie, il y en a qui ont du mal à comprendre. Bah, finalement, tu vois, je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai que Benacer part très justement en sélection. Là, il a été mis sur le banc. Il n'a pas joué le match. Donc, je suppose qu'il prime la sélection à l'équipe. Je ne sais pas, je connais pas sa gêne, mais oui, c'est un problème. C'est un problème parce que moi, je m'attendais à un niveau d'intensité plus élevé de la part de l'OM qui joue un match par semaine depuis le début de saison face à une équipe qui sortait de 120 minutes chaotiques, enfin très énergivore à Liverpool. Donc moi, je m'attendais à plus. Il y a un problème sur les blessures, il y a un problème sur l'intensité physique. Et ça aussi, je le dis souvent, mais c'est le staff. C'est De Zerbi, il est payé extrêmement cher parce que c'est un bon coach, mais il doit garantir des choses quand même. Il doit garantir que les meilleures individualités qu'il a demandées sont performantes, sinon ça ne va pas. Il doit garantir un niveau d'intensité suffisant pour une équipe qui joue un match par semaine. Euh, j'ai du mal à me dire qu'il se projette, très honnêtement, pour l'instant. Ça m'angoisse un peu. Ça m'angoisse un peu, mais bon. L'OM, du coup, agit à chaque fois en recrutant, tu l'as dit, un très bon Guiri, en recrutant un défenseur central qui n'était pas forcément prévu avec Luis Felipe. Tu vois, tu agis à chaque fois, mais tu ne construis pas tellement. J'en attends Oui, beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus dans le jeu, on en a parlé, et j'en attends beaucoup plus dans l'apport d'un staff aussi, un staff médical, un staff qui s'occupe de la viabilité physique de ces joueurs, parce que ça, c'est ultra important. Sans parler de coachs que l'OM a eu comme Bielsa, où ça, c'était vraiment fort. Même Tudor, c'était fort là-dessus. Là, sûr. aujourd'hui, c'est pas au niveau. Donc, ouais, là-dessus aussi, j'attends plus. Oui, je crois que tu as tout dit, hein, on attend bien plus de l'OM, mais est-ce qu'on a la mémoire courte ou pas? C'est ça la question. Parce que si on se rappelle d'où l'on vient l'année dernière et où on est maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de motifs à espérer mieux? Alors, c'est pas le jour et la nuit non plus, parce que l'année dernière, tu fais demi-finale de Coupe d'Europe quand même si tu n'as pas réussi à enchaîner Ligue 1 et Coupe d'Europe. L'OM ne part pas d'un néant non plus, même s'il a fallu totalement reconstruire le secteur sportif. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que 7-8 mois après, bah, cette reconstruction ou cette construction d'enjeu, bah, elle me saute pas aux yeux. Oui, il y a une identité de vouloir avoir le ballon, de jouer plutôt. Tout ça, c'est très bien, c'est une base, c'est important. Moi, je veux des coachs qui veulent ça. Mais comment tu le mets en place et comment ça se traduit sur le terrain, bah, aujourd'hui, je suis pas satisfait. Je suis pas très satisfait. J'attends plus. J'attends plus. On en a parlé dans le jeu. J'en attends plus dans le secteur médical. J'en attends plus partout. Euh,
Oui, c'est correct et évidemment qu'il faut qu'il continue, mais moi j'ai envie qu'il continue s'il a envie. Mais aujourd'hui, il me donne pas de signaux pour dire voilà, moi je veux jouer comme ça, c'est une certitude. Si je veux ce joueur, j'en suis sûr. Tu vois, il y a des joueurs qui arrivent, qui partent encore, ça m'embête un petit peu. Sur le secteur physique, tu en as parlé, ça m'embête un petit peu qu'il n'y ait pas de travail là-dessus. Voilà, il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Jamais je vais arriver à un stade où je vais dire il faut s'en séparer. Moi, la Bien question que je sûr. me pose, c'est est-ce que lui ne veut pas se séparer de l'OM? C'est ça qui m'embête un petit peu. Parce que je le Tu trouve pas penses? totalement investi et je trouve pas que son apport correspond à un coach digne de ce rang-là. J'ai lu pas mal de choses là-dessus, notamment, qu'il serait, pisté par la Juve. Ça me fait un peu peur, pour tout te dire, heu, parce que, c'est vrai que, il peut être sanguin, on l'a vu. Il peut, dire des choses, voilà, qui, peut-être, dépassent, sa pensée, je ne sais pas. Il vient de la rue, il arrête pas de le répéter, mais on sait qu'il est capable sur un coup de tête aussi. Donc écoute, moi, en tout cas, j'espère vraiment que la saison prochaine, il sera le coach de l'OM parce que, j'ai envie de construire avec lui, quoi. Oui, mais c'est sûr pour un Italien, quand tu entends, Juventus ou Milan AC, bah, c'est parlant, quoi. Lui, il a entraîné Sassuolo, je ne serais pas étonné qu'il ait envie d'entraîner à un niveau plus élevé en Italie et quand tu as la Juve ou le Milan AC, bah, tu peux difficilement faire plus élevé. Donc on verra, on verra. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire maintenant. Parce que la construction, bah, il la fera lui s'il reste, et sinon c'est quelqu'un d'autre qui la fera, il faudra bien choisir, et voilà, mais c'est pas le débat encore. Là, ce qui est important, c'est ce qu'il va faire maintenant. Alors j'entends que maintenant, il ne peut pas refaire une construction dans le jeu, comme ça aurait dû être le cas peut-être. Ok, mais au moins arrête de te brouiller avec tes individualités, notamment offensivement. Détends-toi un petit peu. Il faut absolument attraper cette deuxième place pour l'OM. Et là, si tu te brouilles avec tout le monde, tu n'y arriveras pas. Donc, à un moment, on reprend un petit peu de recul. Euh, tu vois, arrête un petit peu d'être énervé, d'être. Calme-toi, parle calmement aux joueurs et tu vas retrouver des armes et une capacité à faire mal offensivement. Aujourd'hui, elle est entamée, cette capacité à faire mal. Donc, il faut la retrouver. Totalement. Bah, écoute, hein, en attendant d'avoir peut-être, un Parisien, je pense qu'on va refermer, cette page, OM pour passer à, on va dire, un match, un peu plus, heu, je dirais pas complexe, mais en tout cas qui m'a tenu en haleine. C'est un certain OGC Nice, AJ Auxerre où, voilà, encore une fois, Nice, se fait «punir» entre guillemets. Il est retombé, dans des travers que je lui connaissais, depuis, voilà, on va dire, la première partie de saison, en fait. Où ça marque le but et après ça essaye de verrouiller derrière parce que, ils n'ont pas la capacité à marquer le deuxième. Je sais que la saison dernière, ils avaient été très forts parce qu'ils avaient fait plein de matchs 1-0, gagnés donc, mais là, cette saison, c'est beaucoup plus délicat. Donc quelle est ta lecture de ce match? Je vais recevoir des tomates de la part des supporters niçois parce que j'ai été très dur dans mon débrief. Mais oui, moi, je suis très déçu de ce match. Euh, Parce qu'en fait, j'attendais de savoir si Nice avait les armes et les épaules pour être une équipe de Ligue des Champions. Et les deux derniers matchs face à Lyon et face à Auxerre, bah, ils me font dire que non. Ils me font dire que j'ai pas envie de voir Nice en Ligue des Champions. C'est pas contre Nice, c'est juste que le niveau actuel, bah, pour moi, ne permet pas de jouer en Ligue des Champions parce que déjà en Ligue Europa, c'était très compliqué. On en a parlé, il y a eu toutes les blessures, tout ça, c'est très vrai. Mais là, concrètement, maintenant, tu n'as plus que la Ligue 1. Tu as un match à domicile contre Lyon qui est un choc. Bon, tu le perds, mais ce qui m'embête, c'est que tu le perds dès que Lyon fait des choses cohérentes, tu n'existes plus. Ils ont fait rentrer les individualités qu'ils devaient faire rentrer, ils ont changé de schéma, tu n'existes plus. Ok, Lyon, c'est très armé individuellement, c'est un gros budget, très bien. La semaine d'après, encore à domicile, c'est Auxerre. Là, Auxerre, c'est plus un gros budget, c'est un promu. Auxerre, c'est pas une équipe qui est surarmée. Ils ont Ahmed Traoré qui essaye de marquer de 25 mètres tous les week-ends parce qu'il est tout seul, avant qu'il rajoute Baer, le nouvel attaquant. Mais c'est pas surarmé. Et malgré ça, eh ben, Nice n'a pas réussi à dominer le match,
offensivement, à faire mal offensivement. Et moi, on ne m'empêchera pas de penser que dans cette idée de schéma, eh ben, ce n'est pas possible. Tout simplement, on ne m'empêchera pas de penser qu'une équipe qui joue avec 3 défenseurs centraux ne peut pas jouer hyper haut sur le terrain, utiliser le ballon du mieux possible. Enfin, si, elle peut le faire, mais pas de manière optimale. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et je suis désolé, mais Nice montre ça aussi. Parce que Franquez, que ce soit à Lens ou à Nice maintenant, où est-ce qu'il a été très fort? C'est dans des transitions, c'est dans des prises d'espace dans le dos de l'adversaire, c'est avec un bloc compact et solide et en étant très sérieux dans des transitions rapides, évidemment que c'est travaillé, qui sait ce qu'il fait. Mais si tu me dis aujourd'hui que Nice doit dominer un match face à un bloc bas, regroupé, et faire en sorte que ce match aboutisse sur 3 ou 4 buts, comme d'autres équipes arrivent à le faire, comme Monaco, comme l'OM il y a un moment, comme Lille parfois, et ben Nice n'y arrive pas. Nice l'a réussi une fois, c'était contre Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne c'était catastrophique. Sinon, ils ne peuvent pas le faire. Donc moi, ça m'embête. Ça m'embête que Guessant soit la seule arme devant. Euh, Mmh. Diop, il n'est pas à l'aise dans ce rôle de milieu offensif gauche. Pourquoi tu continues à le mettre là? Tu as un manque au milieu de terrain où Diop est à l'aise, de base. Tu enlèves Diop du milieu de terrain pour le mettre dans ce rôle-là de milieu offensif gauche qui ne lui convient pas. Laborde, il court beaucoup, mais il a un taux de réussite qui n'est pas super élevé. Il rate beaucoup de choses, donc au final, bah, tu n'as pas d'armes. Alors oui, Donovan Leon, il sort deux arrêts monstrueux et un troisième arrêt, mais un gardien qui sort 3 arrêts, ça existe. Heureusement que ça existe. Tu vas en avoir d'autres en face. Je veux dire, c'est pas ça qui fait que Nice n'arrive pas à gagner. Nice n'arrive pas à gagner ce match-là parce qu'il n'arrive pas à étouffer offensivement un adversaire. Et moi, je l'impute à Francaise. Voilà, parce que j'impute souvent les choses au coach. C'est peut-être facile, mais c'est la réalité parce que c'est à lui de faire en sorte que ces individualités, elles soient à l'aise, elles performent. Et à Nice, ben, c'est pas franchement le cas. Alors évidemment aussi, pour finir, il y a le rouge de Melvin Barr. Peut-être que sans ce rouge, Nice gagne 1-0. C'est tout à fait possible. Mais enfin, déjà, il fait un geste débile, donc il prend rouge totalement logique. Et ensuite, Ouais. à la suite de ça, la seule occasion d'Auxerre, bah, tu n'arrives pas à défendre. Pour moi, l'ensemble fait que bah, c'est pas suffisamment fort. Voilà, c'est peut-être dur, mais c'est mon avis sur le Nice actuel. Et j'en suis désolé. Non, mais c'est vrai que c'est frustrant, d'avoir autant d'occasions, voilà, je me mets à la place des supporters niçois, c'est clair que c'est pas un match, où tu te dis, ben, voilà et puis moi je suis un peu, je sais pas trop quoi penser parce qu'au final, ils ont pas eu, comme tu l'as dit, beaucoup d'occasions, Auxerre. Donc c'est normal d'avoir des temps faibles, en fait, tu vois? Il faut gérer les temps faibles dans une équipe. Mais j'ai quand même ce sentiment que c'est un peu volé quand même de la part de la GIA. Donc je pense que, voilà, avec vraiment un peu plus de réussite, c'est un match que tu dois pas perdre, quoi. D'être à 1-0 à la 86e, ils l'ont pas volé, Auxerre. C'est Nice qui a pas réussi à être à plus qu'à 1-0. C'est pas Auxerre qui l'a volé, hein. Il y a même pas eu 3 poteaux, des transversales, des décisions arbitrales bizarres. Non, c'est juste que Nice est arrivé à la 86e avec 1-0 en disant: «Mais c'est super, on gagne 1-0 à domicile contre Auxerre» mais non, c'est pas super. C'est pas super quand tu es une équipe qui doit en mettre 3 ou 4 et moi, c'est ce que je demande aux équipes qui sont favorites et qui doivent faire du jeu. Ça, c'est important pour moi. Ça suffit pas, mais pouvoir marquer 3, 4 buts dans des matchs où tu peux le faire, bah, c'est une force. C'est une force. C'est pas la seule force, mais c'est une force. Et je la vois pas à Nice. Voilà. Oui, bah, oui, je sais que, voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est vrai qu'il y a des il y a des faits de jeu, qui font que, tu peux pas, sortir de ce match-là, voilà, avec, entre guillemets «un seul but» pour Nice, donc je sais que c'est un sujet qui est quand même assez récurrent, hein, chez Nice, hein. C'est des choses qu'on répète, on va dire, souvent. Ce fait qu'ils aient quand même des XG qui sont quand même assez hauts et puis finalement, ils marquent, entre guillemets «pas assez», quoi. Donc c'est ça aussi qui est un peu troublant et puis, ouais, le fait on l'a bien vu, hein, Auxerre, ils sont très bons en contre. C'est pas l'OM qui va dire le contraire, mais voilà. Donc là-dessus, bah, écoute, tant mieux pour Auxerre, voilà, il faut qu'ils grappillent des points, ils le font
très bien, bravo à eux. Ils font une super saison et ouais, je trouve que, bah, cette équipe est séduisante en fait. Elle est une super équipe, d'Auxerre, je ne sais pas si, d'aventure, ça sera, la même saison l'année prochaine, je leur souhaite, de voir comment ça va évoluer pour, la JA, cet été. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir, une équipe mythique comme Auxerre, comme ça, sachant qu'il y a d'autres équipes, mythiques qui sont en train de sombrer, notamment le MHSC. Je sais que tu en as pas mal, parlé, tout à l'heure, mais si tu veux nous toucher un mot, sur, ce qui se passe, là-bas? Ouais, c'est quasiment la fin de saison actée et la descente en Ligue 2 parce qu'ils avaient perdu 3 matchs d'affilée contre 3 équipes du haut de tableau. Bon, tu pouvais te dire, OK, c'est le haut de tableau, mais réussir à prendre 0 point quand même, c'est compliqué. Et là, c'était le premier match où c'était vraiment le match à gagner, quoi, face à l'équipe qui est juste devant toi. C'est-à-dire que tu peux pas affronter, plus bas que Saint-Étienne quand tu es Montpellier. C'est l'équipe qui est devant toi. Il y a pas plus bas que Saint-Étienne, il y a pas, pour Montpellier. Et ben, malgré ça, et ça a été à sens unique, à sens unique. Il y a un Stassin qui met un doublé, un Stassin que je trouve monstrueux, je suis très content pour lui. Mais le premier but, c'est un sublime but où sa prise de balle, sa conduite de balle, c'est sublime. Mais le deuxième but, il avance. Saint-Etienne est à 10 contre 11 sur le deuxième but. Et il avance, il avance tout droit, tout seul, il marche, il n'y a personne pour défendre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe le match de Montpellier. Même avec le carton rouge à 1-0, ils ne sont jamais rebellés. Euh, c'est c'est acté en fait. Voilà. Il y avait plus d'armes sur le terrain, et ben, ils l'ont même acté mentalement. Et puis évidemment, il y a eu des incidents en tribune qui ont arrêté le match. Donc on va voir maintenant. On va voir si ces matchs perdus sur tapis vert pour Montpellier 3-0, ce qui devrait être le cas pour moi. Normalement, c'est ça. Saint-Etienne doit gagner ce match sur tapis vert 3-0. Ou alors, la deuxième solution, c'est qu'ils jouent les 27 ou 29 minutes qui restaient à 2-0 avec un rouge pour Saint-Étienne. Il restait 29 minutes à jouer, je crois, de mémoire. Voilà, c'est la deuxième solution. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, parce que même s'ils les jouent, ils vont pas remonter Montpellier, je pense pas. Euh, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible dans le contenu tactique. C'est beaucoup trop faible au niveau des individualités. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour espérer se maintenir. Delors, ça suffit pas. Delors tout seul. Ils ont vendu 3 attaquants au mercato d'hiver. Bah, évidemment que tu le vois maintenant. Euh, très, très angoissante la saison de Montpellier. Et c'est une des équipes où on peut se dire, sans trop avoir peur de se tromper, que ça sera la Ligue 2. Euh, Voilà, et pour Saint-Étienne, moi j'étais très content de Stassin. Je l'ai dit, c'est un joueur que je trouve très très bon, très fin techniquement. Il met un doublé, il est ultra décisif depuis qu'il est arrivé. 7 buts déjà, 6 passes décisives, je crois. C'est monstrueux d'être impliqué sur 13 buts quand tu as une équipe qui est 17e sur 18. Donc, chapeau à Stassin. Je suis content pour Orneland parce que ses choix ont été. Sa philosophie a permis de dominer ce match, d'avoir des situations offensivement, parce que Cardona peut même marquer un troisième but. Donc je suis content. Je suis content pour Saint-Étienne et je suis pas étonné pour Montpellier. Tu es là ou je t'ai perdu? Je suis bien là, je suis bien là. Écoute, ouais, je crois que la messe est dite effectivement pour, le MHSC. C'est dommage de voir un club, comme le MHSC, la paillade quoi, je veux dire, alors bon, on connaît, la problématique, budgétaire en fait des clubs. Hem, Puis, voilà, on a vu, pas mal de choses qui ont été dites, sur la LFP, sur DAZN et cetera, mais bon, on a le sentiment quand même que, le fils Nicolas, y est quand même grandement responsable de ce qui se Le, passe actuellement. le je sais pas si c'est lui qui est responsable. Oui, parce que c'est le président et propriétaire. Mais le problème, il n'est pas financier. Le problème, il est dans une absence totale de politique et de projection sportive, tout simplement. C'est ce que je disais pour Nantes aussi, à qui ça peut arriver au moment s'ils ne comprennent pas qu'il faut une projection sportive qui est amenée par un staff sportif, qui est amenée par des recruteurs, par une cellule d'analyse. Tu vas parler d'une cellule d'analyse à Montpellier, ils vont te dire mais de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes? Prends des jumelles et va dans le stade et voilà. Euh, C'est ça, une politique sportive avec des gens qui se parlent, avec des gens qui veulent appliquer la même chose. Euh,
ça n'existe pas à Montpellier, malheureusement, et le fonctionnement est catastrophique, que ce soit sur le mercato, sur la politique des coachs, surtout sur la condition physique catastrophique à Montpellier. Sur tous les aspects, c'est catastrophique. Et bah, évidemment que ça finit dernier. C'est pas financièrement. Si Angers finit dernier, c'est financièrement. Pour le coup, ils ont 0 euros. Alors là, tu peux recruter personne avec 0 euros, à part des joueurs libres. Mais Montpellier, c'est pas financier le problème. Montpellier, c'est sportif le problème. Euh, C'est aussi un peu financier quand tu vends, à corps Adams, quand tu vends, voilà, des Ouais, mais là, joueurs, tu Altamari, anticipes la Ligue 2. Là, tu anticipes la oui, Ligue 2. Il s'est dit, on est tellement dans la mouise que je dois récupérer un peu d'argent pour l'année prochaine. Bah, il l'a récupéré. Alors, c'est un choix. Tu le récupères, certes, mais tu ne peux plus remonter dans la deuxième partie de saison. C'était plus possible. À partir de ce mercato-là où tu vends Arnaud Nordin, Altamari et Accor Adam, tu ne peux plus remonter. Moi, depuis ce ouais, moment-là, je sais que oui. Montpellier ne peut plus remonter. Ils n'ont plus aucune arme. Tu n'as plus aucune arme. C'est quoi? C'est Tanguy Koulibaly qui doit partir de sa moitié de terrain pour aller marquer des triplés à chaque match. Mais c'est pas viable sportivement. T'as Andy Delors qui court tout seul devant, qui fait des 100 mètres. C'est pas viable. C'est pas viable. Et enfin, comment dire? On n'aime pas voir des violences, mais tu comprends les supporters ou pas? C'est dommage. Non, je comprends pas parce que j'ai envie de me dire, bon, tu vois, il y a toujours un miracle possible. Mais enfin, je les comprends aussi. Parce que, tu vois, voir autant de contenu négatif sur le terrain, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. T'en as marre. Donc, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ça. Ça, moi, j'aime pas ça. J'aime pas les trucs comme ça parce que c'est pas le terrain, tu vois, qui acte les choses. Mais en même temps, quand tu es dernier, que tu perds 2-0 à domicile alors que tu es en supériorité numérique, que tu prends encore un but en supériorité numérique, bon, bah, tu te dis, bon, bah, en fait, voilà, soit il se barre et toi, il laisse le stade vide et le match continue. Voilà, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais là, en fait, c'est la tribune qui acte la fin. Mais le terrain l'a acté déjà aussi. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il fasse pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux même Gasset, il a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, voilà, ils ont raison de pas être contents, quoi. Euh, Oui, oui, ils ont raison de pas être contents, mais c'est vrai que là, ça va trop loin. Non, mais bien sûr, Heu, ils vont prendre des sanctions monstrueuses. C'est pour ça que je te dis qu'il Cramer, faut que ça soit match gagné pour Saint-Étienne. C'est pas ouais, possible parce que sinon tout le monde va faire ça et c'est la jungle. Il faut que ça soit match gagné pour Saint-Étienne. Il faut que la tribune elle soit fermée. Tu vois, 3 ou 4 matchs, j'en sais rien. Ils vont peut-être mettre plus même. Mais de toute façon, que ce soit ça ou le terrain, c'était la Ligue 2. Bon bah voilà, c'est la tribune qui a décidé. Ça m'embête un peu. Tu vois, c'est ce que je disais avant PSG-OM. Les trucs sur Rabiot, ça m'embête. Si le match avait été arrêté, ça m'aurait vraiment embêté parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le terrain. c'est Bon, sûr. bah, malheureusement, ils ont décidé qu'ils allaient arrêter d'eux-mêmes. Bah, oui. Allez, on va parler, bah, je pense d'un sujet un peu plus agréable pour toi. On va parler d'Angers-Monaco. Ouais, et puis, vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je vais te faire un petit son. Voilà, allez Monaco, vas-y, je t'en prie Manu. Ouais, c'est une victoire difficile, mais qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien. Parce que c'est un week-end où toutes les équipes quasiment du haut de tableau ont perdu des points. Et Monaco s'est très très bien replacé. Il n'y a plus qu'un match par semaine, donc ça tient mieux physiquement sur les deuxièmes mi-temps, donc ça c'est une satisfaction. Et puis il y a une capacité à agir sur les changements, parce que Al Mousrati titulaire, moi il commence à me sortir par les yeux. Euh, donc je voulais absolument Lamine Camara à la mi-temps, il l'a fait. Il a aussi changé son secteur offensif en plus, et c'était pas bête. Parce que moi j'aime bien l'idée de commencer avec un milieu offensif en plus. Il a commencé avec Ben Seguir à la place d'Embolo. Moi j'aime bien cette idée-là pour pouvoir avoir le ballon, pouvoir poser le jeu. Et si tu sens que ça permet pas de faire mal offensivement, eh ben, tu peux changer de schéma, passer sur un 4-4-2, sortir un milieu offensif et faire entrer Mbolo. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a permis à Mika Biret d'avoir une occasion. Alors lui, c'est un tueur en série, c'est un sniper. Il a une occasion dans la surface, c'est but où la deuxième, elle est dedans. Et là où je suis content, c'est que c'est Caio Henrique qui met la passe décisive. J'en peux plus d'Al Mousrati et j'en peux plus de Crépin-Diatta latéral gauche. Ça, il le fait plus. S'il le refait, il faut l'emmener dans les geôles à Monaco. Euh, Parce que c'est pas possible. Crépin-Diatta latéral gauche. C'est Caio Henrique qui met un super ballon et Biret en 2 touches qui marque.
Et puis le deuxième, c'est le génie individuel d'Akliouche pour emmener le ballon, pour obtenir le penalty et puis pour le marquer. C'est pas un contenu qui est flamboyant, loin de là, mais déjà tu vois des individualités offensives, tu vois Mbolo sur le terrain, tu vois Biret sur le terrain, tu vois Akliouche sur le terrain, tu vois Minamino sur le terrain. Quand c'est pas Mbolo, c'est Ben Seguir. Tu vois les cartouches, les armes disponibles. Mmh. Plus qu'une maîtrise totale par le jeu, c'est une capacité à faire mal individuellement et ça suffit. Ça suffit contre Angers, qui est plus limité individuellement évidemment, même si Angers a longtemps bien tenu, aurait pu mettre un ou deux contre, mais au final Monaco a été supérieur. Est-ce que ça va suffire contre Nice à la rentrée? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai envie de voir et je pense que j'espère et je pense qu'il y aura d'autres choses. Mais là, ça a suffi. Ça a suffi et attention à Monaco. Attention parce que c'est deuxième l'année dernière en faisant une très très belle fin de saison. Monaco, c'est une équipe qui, quand elle a envie d'accélérer, elle a des atouts qui font très très mal, hein. Donc attention. Ah bah, oui, on la connaît quand même, hein, cette, équipe de Monaco, mon cher Manu, hein. On sait de quoi elle est capable, même si, on sait aussi de quoi, voilà, malheureusement, elle est capable, sur une saison, c'est-à-dire, des trous d'air. On l'a vu dernièrement. Donc, c'est quand même enfin, un jour, il faudra que tu m'expliques pourquoi il y a ça à Monaco toutes les saisons. Alors, je ne peux pas te dire parce que j'y suis pas, mais dans mon esprit, il y a quand même, tu vois, c'est bien d'habiter à Monaco. La vie est sympa quand tu es à Monaco. J'y suis allé plusieurs fois et c'est vrai que la vie est très sympa à Monaco. Tout est beau. Par terre, c'est très beau. Les immeubles sont très beaux. Tu as la mer en face de toi toute la journée. Tout est très beau à Monaco. Tout est peut-être un peu trop beau quand il faut se faire mal. C'est une possibilité. Et puis, il y a eu des faits de jeu. Le match à Nice, qui est un arbitrage euh, détestable, mais ce qui ne veut pas dire que parce que tu as été mal arbitré un match, tu dois t'arrêter de jouer ensuite pendant 7 matchs. Ça, c'est pas normal. Donc oui, il y a des choses à changer, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à faire, mais le niveau de base est quand même élevé. Parce que je te le redis, mais les joueurs offensivement, t'as pas envie de les avoir en face, hein. T'as pas envie d'avoir 4 joueurs comme ça en face de toi. À l'aller face à l'OM, Monaco avait déjà fait mal offensivement et ils se font avoir sur une erreur défensive. Si tu limites les erreurs défensives, ce qui a été aussi longtemps un problème de Monaco cette saison, eh ben, il reste des armes offensives qui font très très mal. Donc moi, je suis quand même content. Il y a moyen de faire mieux, évidemment, mais ça fait maintenant bientôt 2 saisons avec la saison dernière que le niveau est quand même intéressant. Le niveau a permis d'être deuxième l'année dernière, il va permettre d'être pas loin, voire deuxième cette saison. Donc c'est intéressant. Oui, la bataille est rude, hein, on le sait, on l'a déjà dit. Si, l'OM ne fait pas gaffe, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, hein, il faut prendre les points, là, pendant ce dernier rush, pour les dernières journées, totalement. Donc, écoute, au niveau des points, on va dire, hem, où il y avait une bataille, bah, il y en a un qui a, entre guillemets, bah, a fini cette journée un peu, la tête dans l'eau ou sous l'eau, on va dire, c'est le LOSC et malheureusement, pour eux, avec, une on va dire, un très beau match de Nantes pour le coup, c'est voilà, c'est pas souvent je pense qu'on voit ce type de match à la Beaujoire, mais c'est compliqué pour le LOSC, s je sais pas trop, est-ce que, ils ont plus de jus, eux non plus? Ils sont comme l'OM là où, ils ont plus de jus dans les pattes? Comment ça se passe? C'est là où on se rend compte aussi que l'enchaînement Ligue des Champions, Ligue 1, il est compliqué. Et c'est là où je tirais mon chapeau au PSG, parce que Lille n'a pas réussi pour le coup de l'enchaînement. La déception de la Ligue des Champions, elle est logique. Mais ensuite, tu dois switcher. Tu vois, tu dois être. Puisque tu as échoué dans l'objectif Ligue des Champions, tu dois tout de suite être capable de dominer en Ligue 1 et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que mentalement, ça n'a pas switché d'une part, et parce que pour moi, d'autre part, tactiquement, ça va pas. Ça va pas. Je ne peux plus voir Mitchell Baker ailier droit. Je n'en peux plus qu'on me fasse passer Mitchell Baker pour Ariane Robben. Arrêtez. C'est un latéral gauche. Il est grand, il mesure 8,50 m. Pourquoi tu le fais jouer ailier droit?
il n'apporte rien. Et Lille n'a jamais dominé offensivement avec Mitchell Baker et lié droit. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, donc ça m'embête. Et là, il a été aligné lié droit, il est resté lié droit jusqu'à la 84e minute. Oui. Mais Surtout que arrêtez. le truc incompréhensible, c'est quoi cette histoire entre Aïssa Mendy et le coach? Du style, Aïssa Mendy va voir le coach en lui disant: «Non, non, ne fais pas sortir Baker parce que j'ai besoin de lui en défense». C'est n'importe quoi. C'est quoi cette histoire-là? Mais ça montre que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de certitude dans le jeu et moi je comprends pas si. Ah, Non, mais c'est pas un joueur qui va expliquer au coach il va te dire moi j'ai besoin de l'ailier parce qu'il travaille défensivement, mais moi je vais lui dire mais moi j'ai besoin qu'il travaille offensivement parce qu'on n'arrive pas à marquer depuis 84 minutes et qu'il en reste 6 et que j'ai besoin de marquer. et Euh, surtout ce que lui a répondu Genesio, c'est: «Mais il est cuit!» Il lui a répondu ça, Genesio: «Mais il est cuit, qu'est-ce que tu veux faire?» c'est Bah pas oui, normal, c'est pas normal et ça montre un manque de réflexion sur l'aspect tactique. Euh, Ça ne change rien à la très bonne saison de Lille et à tout le bien que j'en pense de ce club. Même Genesio, j'en pense oui, pas du mal, loin de là. Mais à un moment, si on en parlait, si les équipes accélèrent comme Monaco par exemple, et ben Lille se retrouve à courir derrière et à un moment va se retrouver à plus pouvoir courir derrière parce qu'ils seront trop loin, comme l'année dernière. Donc ouais, je suis embêté par le match de Lille, mentalement et surtout tactiquement. J'en peux plus de ce qui est fait avec Mitchell Baker. Tu as réussi à faire un match et une mi-temps super contre Dortmund sans Mitchell Baker ailier droit, et tu te dis en Ligue 1, direct, tu le remets. Bah non. Non, parce que Mostafa Mohamed, il a décidé d'être très fort, qui te met une tête, et que toi, même parce que Nantes avait pris un rouge. Hein. Nantes avait pris un rouge. Nantes marque à 10 contre 11, et tu n'as pas marqué contre Nantes à 11 contre 10. Bah moi, ça m'embête. Ça m'embête. ouais, je suis de retour. Voilà, donc Ouais, moi, je bah, disais, ça m'embête beaucoup parce que quand tu encaisses un but, alors tu es en supériorité numérique, mais surtout, tu n'arrives pas à marquer en supériorité numérique, bah, c'est que tactiquement, ça va pas. ah bah, écoute, oui, ça c'est clair et puis, bon, on va pas refaire la problématique aussi, du LOSC, c'est que, bah, il te manque, Zegrova, quoi. Donc, malheureusement, bon, pas que lui évidemment, hein, mais, il y a des joueurs qui sont en dessous de leur niveau aussi, il faut dire ce qui est. Donc après, voilà, on va pas tirer dessus, ils ont, entre guillemets, fait pas mal de matchs, on connaît la chanson, le moral aussi, il faut pas l'oublier, voilà, forcément ça fait un coup de se faire sortir. Hem Et donc, bah, écoute, j'espère que, ils arriveront à se relever parce que là, ils sont, en mauvaise posture, hein, pour, la qualif. Ils sont passés sixième. Oui, évidemment que Zegrova manque beaucoup, mais Thiago Santos aussi, au poste C'est d'arrière ça. droit. Mais j'ai envie de te dire, quand Zegrova te manque, alors évidemment que moi j'aurais demandé un joueur au mercato, je l'ai demandé, le joueur de Feyenoord, Aïd Moussa, mais il n'est pas venu. Mais dans ce cas-là, s'il vient pas, ta solution, c'est pas de mettre un latéral gauche et ailier droit. C'est jamais ça la solution. Ta solution, c'est Sarawi, c'est Fernandez Pardo ou c'est un jeune du centre de formation. C'est une de ces trois solutions. La solution, elle n'est nulle part ailleurs que dans ces trois-là. Et elle n'est pas dans un latéral gauche. Sinon, tu peux dire à Diakité, bah, peut-être tu vas jouer ailier droit toi aussi. Ou pourquoi pas Chevalier. Pourquoi on n'essaye pas Chevalier les droits? Bah attends, ça se trouve, Chevalier, il s'est centré. Il a l'habitude d'attraper des centres. Peut-être qu'il va aller centrer lui-même. Mais non. Donc moi, c'est un vrai problème. Euh, oui, il manque des joueurs. Oui, ça ne change rien à la saison du LOT. Mais j'aimerais voir des évolutions et des choses positives qui peuvent arriver encore et que j'espère. Yep. Donc on n'a pas beaucoup parlé, mais, enfin, l'entrée, de, Mustapha Mohamed, waouh! Elle était quand même tonitruante, si je peux me permettre, de la qualifier ainsi. Mais c'est un sacré joueur, on ne se rend pas compte. Hein. Mais c'est un joueur qui a tenu l'attaque de Galatasaray dans un club qui n'est pas facile, avec une pression monstrueuse. Euh, c'est un sacré joueur, Mostafa Mohamed. Hein. Et le fait que Nantes ait des individualités comme ça, comme Moses Simon, comme Mostafa Mohamed, comme Mathis Sablin, même un centre de formation, parce que c'est un centre de formation ultra performant, ultra historique, qui sort encore des jeunes joueurs comme Leroux là en ce moment, et ben tout ça fait qu'en fait c'est hyper frustrant.
que Nantes n'arrive pas à avoir un jeu, un contenu et des résultats supérieurs à, tu vois, juste se maintenir à flot, 2 points devant le premier barragiste. Euh, mais oui, il y a des individualités qui sont énormes. Moses Simon est énorme et Mostafa Mohamed est un très très bon attaquant de Ligue 1. Il n'est pas aussi fort avec ballon que Stassin, mais dans la surface, qu'est-ce qu'il est fort. Mon Dieu, de la tête, du pied, il va réussir à te mettre des ballons qui sont compliqués à mettre. C'est un vrai buteur. C'est un très très bon buteur. Donc c'est pas étonnant qu'il arrive à marquer avec peu. Et heureusement pour Nantes. Et puis, Moses, hein, aussi, hein. Moses Simon, j'aimerais bien, l'avoir de temps en temps à l'OM, pour débloquer des situations. Eh ouais, que veux-tu? Et puis, ouais, comme tu l'as dit, bon, le centre de formation, ça compte. C'est intéressant, ce serait bien que, l'OM en prenne de la graine aussi parce que, il y a beaucoup de choses à dire sur le centre de formation. Mais c'est pas l'objet du live de ce soir et on va donc enchaîner sur un autre match, hem, qui était aussi très intéressant, très sympa à regarder. OL, Havre, OL Hack. Hem, bon, on va tout de suite, parler de, ce qui s'est passé au niveau du penalty pour Le Havre, comme ça ce sera fait. Il y a pas péno, mais vas-y, je te laisse, dire ce que tu as à dire là-dessus. C'est honteux parce que c'est là où il faut vraiment l'audio VAR entre le camion VAR et l'arbitre central. Comment est-ce qu'il peut confirmer le penalty? Qu'il le voit à vitesse réelle, enfin qu'il le siffle à vitesse réelle, pourquoi pas? Il peut penser qu'il est pris au niveau du pied, ou alors limite qu'il est poussé, il voit le joueur derrière et l'autre devant qui tombe, bon très bien. Mais comment est-ce que tu peux confirmer ça avec les images? D'ailleurs, quand il revient des images, il fait Ouais, signe. Mais c'est il quoi fait cette histoire? ça Et et après, en il met fait, il fait penalty. Mais ils se sont dit quoi? Ils se sont dit quoi? Et ils se sont dit quoi dans l'oreillette? C'est ça que je veux savoir, moi. Et ça, on n'a pas le droit de savoir. Comment est-ce que tu passes d'un an tu vois, une croix, oui. Heureusement que ça n'a pas eu d'impact sur le match, ouais, parce qu'au final, Lyon était supérieur. Lyon était supérieur très tardivement encore, avec les entrées de Fofana et Mikotadze. Les deux sont décisifs. Fofana met le but qui permet de revenir à 2-2 et d'y croire, et d'emballer la fin de match. Mikotadze, il met un but et une passe décisive. Donc c'est encore. l'entrée de Mikotadze. Il est très en forme en ce moment. Waouh! Il est décisif sur les 4 buts en Ligue Europa. Double buteur, double passeur. Et là, il rentre et il est buteur et passeur. Monstrueux en ce moment, mais c'est pas une surprise, c'est un très très bon joueur. Hum, J'aimerais que Lyon maîtrise mieux ses matchs sur l'ensemble des 95 minutes, mais en même temps, Fonseca vient d'arriver, donc peut-être qu'à l'entraînement, ça prend un peu plus de temps et c'est logique. Mais il y a tellement d'individualités fortes. Toi, on parlait d'individualité offensive, bah là, elle cartonne quoi. Malik Fofana, il rentre, il cartonne tout. Mikotadze, qui soit titulaire ou qui rentre, il cartonne tout. T'as Nwama qui est de mieux en mieux. T'as Almada qui fait un très bon match et qui est buteur d'ailleurs sur le quatrième. Au final, c'est supérieur. Mmh. Mais c'est mieux de maîtriser 95 minutes plutôt que de devoir t'en remettre à ça parce que parfois ça passera pas. Parfois il y aura un poteau, il y aura une transversale. Donc c'est mieux de maîtriser l'ensemble du match, ce qui n'a pas été le cas. Mais oui, il y a ce penalty qui est une vaste plaisanterie. Et heureusement que l'OL gagne ce match parce que c'est quand même supérieur au Havre qui n'a pas démérité le Havre, mais qui individuellement n'est pas assez armé tout simplement. 60 minutes. Ils ont joué, enfin, ils ont réussi, entre guillemets, 60 minutes à faire déjouer l'OL, avant que, il y ait eu les remplaçants. D'ailleurs, je t'ai entendu parler de Malik Fofana, tu veux qu'il soit titulaire maintenant? Il faut qu'il marque combien de buts pour jouer? C'est pas possible. Moi, j'ai envie de voir Noama d'un côté et Fofana de l'autre. Et en plus, pour moi, c'est ce qui va permettre de faire très mal à Manchester United dans le dos de Dalot et je ne sais pas qui va trouver de l'autre côté. Mazraoui sûrement, mais on verra. Mais moi, j'aimerais voir ces deux-là. Malik Fofana, il est trop important. Lyon, depuis l'année dernière, globalement, et aussi cette année, à chaque fois qu'il y a eu des très très bons résultats, des très bons matchs, Malik Fofana, il était impliqué dedans, positivement. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Oui, c'est un choix compliqué parce que tu as beaucoup de joueurs. Tu as Noama qui est très bon en ce moment. Tu as Almada, tu as Cherki, tu as Fofana. Mais sur un couloir gauche et sur un couloir droit, c'est des profils comme Noama et Fofana qui font très mal. Mettre Almada dans un couloir ou mettre Cherki dans un couloir, ça n'a jamais été la solution optimale parce que ces joueurs-là, ils sont plus à l'aise dans l'axe. Et d'ailleurs, Almada marque quand il est dans l'axe.
quand il a Noama à droite et qu'il a Fofana à gauche. Et va falloir m'expliquer, quelque chose Manu parce que pour le coup, voilà, peut-être que, je suis pas assez calé, mais Matic, il se passe quoi? Parce que franchement, il perd des ballons, enfin on savait qu'il était lent, OK, d'accord, mais quand même, il y a un minimum, quoi. Ah bah, c'est lui qui perd le ballon très important sur le deux contre du deuxième but et en plus il court pas derrière, il laisse le joueur partir. Ouais, c'est compliqué, mais c'est compliqué, mais quand tu mets Tessman, c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression. Quand tu mets Verretou, c'est pas la joie non plus. Donc en fait, ouais, il y a pas la qualité que tu as sur les joueurs offensifs, elle n'existe pas sur les joueurs du milieu de terrain, mis à part sur Tolito et Almada ou Cherki quand ils jouent en numéro 10. Euh, mais oui, que ce soit Matic ou Tessman, Verretou, c'est pas la foire à la qualité. Mais bah, Matic, il est plutôt jeune, même s'il apporte une sérénité, même s'il est capable de, dans des premières passes, dans des premières transmissions, d'être assez juste. Dès qu'il faut mettre un peu plus d'intensité, bah, il peut pas. Tessman, il joue arrêté et il joue pas vers l'avant. Donc, il sert vraiment, j'arrive pas à comprendre son apport. C'est compliqué. C'est plus compliqué dans ce secteur-là qu'offensivement, ça c'est sûr. Et au niveau milieu de terrain, est-ce que pour toi, Tolisso est actuellement, ben, celui qui ressort le plus en Ligue 1? En Ligue 1, non. En Ligue 1, non, parce qu'il y a Joao Neves et Vitinha, notamment Vitinha, qui sont très très importants. Il y a des milieux de l'OM qui ont été très très bons. Holberg a été très très bon. Rabiot est très bon. Il est dans les très bons milieux de terrain de Ligue 1, Tolisso, ça c'est sûr. Il prétend à une place en équipe de France. Euh, Ça montre qu'il a un très bon niveau. Il est constant. Qui joue quand l'OL joue à 3, qui joue en pointe haute avec la capacité et la liberté de se projeter vers l'avant, il le fait très bien parce qu'il est décisif, il marque des buts et il a le volume de course pour faire mal. Et même quand il joue un peu plus bas, il arrive à être intéressant et à être juste techniquement et de libérer justement devant lui un Almada ou un Cherki. C'est une valeur sûre. Aujourd'hui, Tolisso, euh, dans le milieu de terrain de l'OL, qui en manque un petit peu, c'est la valeur sûre et c'est le joueur sur lequel le coach s'appuie, ça c'est sûr. Dernière question après, bah, je pense qu'on va, passer, à un autre championnat, et on va parler plutôt de Le Havre. Moi, j'ai trouvé que, Georges Belin, il avait été quand même assez bon. Après, voilà, il prend 4 buts, mais il peut pas tout faire. Mais il a quand même sorti des grosses parades, j'ai trouvé. Hem, Legit pour toi de finalement, mettre Desmas sur le banc et de Georges Belin titu? Bah, j'ai le souvenir d'un Desmas qui est quand même assez décisif aussi avant ça. Donc j'ai envie de te dire que tu as plutôt deux possibilités de qualité parce que je suis d'accord avec toi, Gorgelin, il fait plutôt un bon match en dehors de ça. Il a longtemps été décisif à 2-1 pour le Havre. Mais entre les deux, non, moi j'aurais tendance à continuer avec Desmas que j'aimais bien avant. Mais si c'est Gorgelin, ça me choque pas non plus. OK. Bon, et si on allait, plutôt dans le sud et du côté de l'Espagne, Manu? Un gros match entre le Barça et l'Atlético, entre les Real l'Atlético, Real, Barça, Barça, Atlético, en ce moment on est vernis. Bon, je dois t'avouer que, c'était pendant, le Classico, donc j'ai vu que la fin. En gros, j'ai vu les deux derniers buts du Barça. Mais quel but, pour le coup, bah, une frappe déviée de Lamal et après c'est Ferran Torres, qui arrive à se faufiler pour marquer le quatrième but et vu que j'ai pas vu, le reste du match, je vais te laisser en parler, si tu l'as vu évidemment. Bah, moi, on peut me reprocher, on me dit, mais tu critiques tous les coachs. Quel coach tu ne peux pas critiquer? Bah voilà, c'est Hansi Flick. Parce que je suis totalement fan de ce qu'il fait dans l'utilisation individuelle des joueurs, dans, dans sa capacité à organiser tactiquement son équipe. Oui, hier, ils sont menés 2-0, mais même quand le Barça est mené 2-0, ils sont tellement dangereux offensivement qu'ils peuvent revenir à n'importe quel moment, et c'est ce qu'ils ont fait. Je trouve les individualités offensives très intéressantes, et il a même réussi à relancer Ferran Torres. Ça, c'est un exploit qui est quand même monumental. Oh Cette fois, oui, il a aligné Ferran Torres avec Lewandowski parce que un moment,
ça me chagrinait quand il remplaçait Lewandowski par Ferran Torres. Hier, de toute façon, il n'a pas le choix, donc il aligne les deux. Mais même, il aurait pu remplacer Lewandowski et il aligne les deux. Et c'est ce qui a permis de faire très très mal offensivement. C'est un Barça qui est extrêmement fort, qui a gagné le match qu'il fallait pour la Liga. Euh, c'est un Barça qui, petit à petit, commence à se diriger, enfin, en tout cas, à prétendre être la meilleure équipe d'Espagne, un petit peu devant le Real Madrid. Mmh. Devant l'Atlético, j'en étais sûr et je suis content que ce soit le cas. Mais c'est un match extrêmement important qu'ils ont réussi à gagner, et à gagner en marquant 4 buts, encore une fois. La marque de fabrique d'Hansi Flick. Donc je suis très content. Je suis très content pour des joueurs comme Rafinha ou Ferran Torres que j'imaginais pas à ce niveau. Et ben lui, il arrive à les mettre à ce niveau. Comme quoi, c'est pas forcément les entraîneurs les plus sexy et les plus bankable qui peuvent obtenir les meilleurs résultats. Oui. Je suis très content. Je suis très content. Et c'est super pour Barcelone parce qu'en fait, je vois pas ce qu'il est possible de mieux faire. Donc c'est une vraie satisfaction. C'est une équipe qui est encore sur le triplé. Lui, il a pris une saison le Bayern, il a fait triplé. Là, il prend une saison le Barça, il est proche du triplé. On ne se rend pas compte de la performance que c'est quand même, hein. Donc son approche, elle est bonne. Sa gestion des individualités, elle est bonne. Physiquement, ils sont très forts puisqu'ils arrivent à faire des fins de match totalement folles. C'était le cas à Benfica au match aller. C'est le cas ce soir et ça a été le cas plusieurs fois. S'il arrive à changer quelques attitudes d'une équipe qui reste jeune, quelques attitudes mentales, c'est injouable. Donc je suis très satisfait de Barcelone et d'Hansi Flick. Ah, c'est une équipe, monstrueuse. Enfin, ce qu'il a réussi à bâtir, quand tu vois, un Cubarsí, et un Yamal, enfin, déjà rien que les 2, c'est 2 jeunes cracks. Oui, mais même Pedri, qui retrouve un excellent niveau, Bah parce oui, pourquoi? évidemment. Mais parce que c'est l'utilisation individuelle. Quand Xavi, il peut avoir été le meilleur milieu de terrain de l'univers s'il a envie, mais c'est très vrai, mais il n'y a pas de problème. Mais Xavi qui fait jouer Pedri ailier gauche, mais là, tu pars dans les geôles. Tu pars dans la geôle en dessous de Barcelone, on te met en prison, et tu ressors que quand tu dis je ne ferai plus jouer Pedri ailier gauche, quand je mettrai un vrai ailier gauche. Et là, on te ressort et on te dit voilà, maintenant tu mets un vrai ailier gauche. Sinon, tu arrêtes. Tu ne mets pas Pedri ailier gauche à Barcelone. Euh, Mettre les joueurs dans leur zone préférentielle, ça peut paraître facile, mais en même temps, c'est un travail. Et Hansi Flick le fait. Remettre Pedri au milieu de terrain, mettre Olmo en numéro 10 quand il a besoin d'avoir un contrôle du ballon, mettre Ferran Torres à côté de Lewandowski dans un 4-4-2 quand il a besoin de faire mal offensivement, tout en gardant Rafinha et Yamal dans les couloirs. Voilà que des Oui, choses oui. logiques, des choses cohérentes, et malheureusement, c'est pas la norme, j'ai envie de dire ailleurs. Oui, bien vu Manu. Hem, j'ai pas grand-chose à dire, sur, l'Atlético, à part que, bah, il y a eu, un but, d'Alvarez et de Sorloth. Griezmann a priori n'a pas été non plus, oufissime. Alors je sais pas, j'ai pas vu le match. Dis-moi? Il est décisif sur le but de Sorloth, mais il est moins impactant. Il est moins impactant depuis un moment. Le problème, c'est que j'ai envie de te dire, c'est comment être impactant dans une équipe qui a ce plan de jeu-là et cette approche tactique-là. Oui, cette fois, l'Atlético marque 2 buts. Et j'ai envie de dire, c'est presque un miracle. Ils se sont dit, ah bah là, 2-0, là, cette fois, c'est sûr. 1-0, on comprend qu'on peut se faire remonter, mais là, 2-0, on peut pas se faire. Eh ben si. En fait, quand cette équipe mène, elle arrête totalement d'utiliser le ballon. Et quand tu laisses totalement le ballon à une équipe comme Barcelone, ben, tu es en danger, qui est 1, 2 ou 3-0. Donc, j'ai envie Alors de ça veut dire, dire quoi Manu? Ça veut dire que le Cholismo est mort? je ne sais pas s'il est mort parce qu'il continuera à obtenir des performances et c'est son identité et elle est travaillée. Est-ce que c'est complet? Non. Est-ce que c'est possible de faire mieux? Oui. Voilà ma perception de la chose. Je respecte beaucoup ce que fait Simeone. Réussir à obtenir des performances, il a obtenu des performances et il en obtiendra certainement encore, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a pas d'évolution sur une volonté d'être complet. Et quand tu veux être complet, eh ben, tu travailles aussi l'utilisation du ballon, tu travailles aussi la hauteur de ton bloc, et ça, c'est beaucoup moins travaillé que son schéma défensif et le fait de restreindre des espaces à l'adversaire. Donc, ça m'embête un petit peu, mais
eux, ça n'a pas l'air de les embêter, donc c'est très bien comme ça, parce que même comme ça, ils obtiennent des résultats, ils sont toujours bien classés. Si tu veux avoir plus, oui, il faudra quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai. Et puis, bah, écoute, on va continuer sur notre lancée avec le petit Villarreal, Real Madrid. Et ben, écoute, j'ai envie de te dire, si tu es pas content, doublé, voilà, petit doublé de Kiki. Et puis, bon, ils se sont fait cuire quand même, enfin cueillir plutôt. Ils se sont fait cueillir, par un but de Villarreal. J'ai pas vu le match. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Bah, merci Mbappé. Merci Mbappé parce qu'il met un doublé, qu'il est ultra décisif, il est très, très bien depuis un moment maintenant déjà, mais ça dégage beaucoup moins de puissance que Barcelone, par exemple, dont on parlait juste avant. Mmh, Là, tu as une dépendance à une individualité. Quand c'est pas Mbappé, ça peut être Vinicius, mais globalement, c'est pas un secteur offensif qui est très dangereux comme à Barcelone avec les 4 ou avec les 5, même avec Olmo ou Ferran Torres. Au Real Madrid, ça fait beaucoup moins peur, je trouve. Donc ça suffit, mais aussi il faut dire qu'ils sortaient de 120 minutes et les pénaltys en milieu de semaine contre l'Atlético. Ils ont eu peu de repos. Bon, ça peut se comprendre, tu te contentes de gagner, mais globalement, le problème, c'est que c'est pas épisodique. C'est pas sur ce match-là où le Real se contente juste de la victoire. C'est globalement tout le temps qu'il n'y a pas un contenu qui permet de maîtriser totalement les matchs. Euh, Défensivement, bah, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, il n'y a toujours pas eu de renfort et que sans oui, renfort, bah, tu ne peux pas transformer les joueurs en défenseurs centraux ou en latéraux parce que c'est très compliqué pour Lucas Vasquez ou pour Fran Garcia, mais ça ouais, je vois là suffit. sur les stats. Alors je sais pas, hein, mais ce qu'il en est du match, mais il y a eu quand même 9 sauvetages du gardien côté Ah, mais Real. oui, mais Courtois aussi a Courtois, ouais. été bon. Courtois aussi a été très précieux. Courtois aussi a été décisif. Euh, le Real est supérieur, hein. Le Real est supérieur tout simplement déjà parce qu'il y a Mbappé qui marque un doublé et que tu n'as pas ça à Villarreal ou tu n'as pas ça dans beaucoup d'équipes. Mais est-ce que ça suffit? Ben, pas encore. Pas encore pour le Real. Il faut d'autres armes dans le jeu et pour l'instant, elles existent moyennement. J'avais vu aussi, beaucoup de posts sur X qui louaient, le match de Camavinga et là, je viens de voir parce que comme je t'ai dit, j'ai pas vu le match, mais Tchouaméni en défense, c'est c'est bon, ça? Ça va? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, mais ça fait des mois que c'est pas bon du tout. Mais simplement parce qu'il n'y a pas de solution. Euh, Rudiger, Rudiger, non, tu le mets pas? mais Rudiger, c'est le seul défenseur central du Real Madrid capable d'occuper ce poste, mais quand il n'est pas là, tu dois trouver des solutions. Alors, tu as trouvé la solution Asensio, qui est une satisfaction, mais tu dois jongler, et quand tu en as un des deux qui n'est pas dispo, et ben c'est Chouameni. Et Chouameni, défenseur central, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que il n'arrive pas à se repérer dans l'espace, il n'arrive pas à être fort dans le duel défensivement. Au final, c'est un vrai milieu de terrain et c'est logique. Donc non, ça va pas du tout, Chouameni, défenseur central. Et désolé, je pose des questions un peu de néophyte parce que je suis pas du tout le Real, mais David Alaba qui était sur le banc, il peut pas rentrer lui? Il revient d'un an et demi de blessure. Donc enchaîner, c'est compliqué. En fait, il y a un vrai manque, que ce soit sur les défenseurs centraux ou sur les latéraux, parce que Lucas Vasquez à droite, c'est très compliqué. Il a même dû innover avec Valverde, latéral droit. En fait, tu vois, tu mets des pansements, tu masques, mais il y a un vrai manque de qualité, de profondeur dans ce secteur-là, et ça se ressent vraiment, Oui. parce que Courtois est décisif, et si tu n'as pas Mbappé, bah, ce match-là, tu ne le gagnes pas. Donc, c'est pas suffisant. Ouais, ouais, j'avais oublié, hein, qu'il y avait autant de défenseurs, dans à l'infirmerie. Bon, tu Carvajal, ça on le savait déjà, mais là tu as Ferland Mendy et Militao aussi. Donc ça commence à faire beaucoup, ouais, effectivement. C'est pour ça Ouais, que j'ai parlé de Calafiori, qu'Arsenal a recruté. J'ai parlé de Colville, que Chelsea possède. J'aurais aimé un défenseur central, mais il n'y en a pas eu. Et tu dois construire comme tu peux. Et avec Chouameni, c'est très très compliqué, mais c'est pas de sa faute. C'est normal, c'est un milieu de terrain. Et quand il a joué au milieu de terrain dernièrement, il a été plutôt intéressant. C'est juste que tu dois compenser un manque derrière. Et c'est le secteur défaillant aujourd'hui.
pour le Real Madrid. Yes. Et tout ça fait que tu as un Atlético troisième avec 4 points et ex aequo Barça-Real, quoi. Le Barça Les avec un match en champions. moins. Le Barça avec un match Oui, en moins. exact. Bah oui, exact. Et effectivement, j'avais oublié. Ouais, donc bon, ça commence à se terminer en duo comme d'habitude, quoi. Ouais, comme d'habitude, parce que l'Atlético rend un petit peu les armes et ça montre que le Barça a un petit peu d'avance parce qu'il y a ce match en moins. Le match retour face au Real, ce sera à domicile pour le Barça. Donc le Barça a une petite avance. Au goal average aussi. Mais c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Mais oui, aujourd'hui, entre les deux, le contenu du FC Barcelone est plus complet que celui du Real Madrid. Oui, c'est vrai. On va passer à l'APL, Manu. On va passer à l'APL et notamment un petit Leicester Manchester United avec une victoire des Red Devils. Alors, ton sentiment? C'est un petit peu mieux. Il y a eu la victoire contre la Real Sociedad, même si la Real Sociedad a pris un carton rouge. Là, il y a la victoire contre Leicester. C'est globalement un petit peu mieux, même si c'est loin d'être le niveau que doit avoir Manchester United et que doit espérer Ruben Amorim. Mais globalement, il a réussi à stabiliser déjà défensivement cette équipe. Euh, il y a eu l'apport, tu sais, je parlais longtemps de Diogo Dalot qui jouait à gauche et que quand tu fais ça, bah, tu dois aller en prison. Et bah là, Ouais, il y a eu une recrue. Il y a eu Dorgu qui est là, qui est titulaire maintenant à gauche. Ça évite d'avoir Diogo Dalot à gauche. Et ça, c'est une vraie bénédiction de ne pas avoir Dalot à gauche sur son mauvais pied. Donc il y a des améliorations légères. Il y a Oljoun qui marque, qui est enfin décisif. Il y a Zirkzee que je trouve très intéressant, qui est souvent décisif dernièrement aussi. Donc il y a du mieux. Mais enfin, tu gagnes à Leicester qui n'arrive pas à prendre 2 points. Ça n'a rien de, Ça n'a rien de fantastique, mais en même temps, cette équipe de Leicester, tu n'arrivais pas à la battre en coupe, mis à part le but hors jeu à la 93e minute qui te qualifie. Donc il y a du mieux. Il y a du mieux, mais c'est loin d'être ce que j'attends. c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Après, de ce que je viens de voir au classement, Manchester United, ça a fait défaite, nulle victoire. Donc il y a du mieux, pour le coup. Et Déjà, on ouais, le match contre la Sociedad était un peu plus intéressant. Contre la Real Sociedad, il y a ce match-là. Oui, c'est un petit peu mieux, mais la saison en Première Ligue, elle est foutue. Il faut tout mettre maintenant sur la Ligue Europa pour espérer être en Ligue des Champions en gagnant la Ligue Europa. On va voir contre Lyon. Contre Lyon, ça sera un bon test parce que Lyon, ils ont des individualités pour faire très mal au secteur défensif de United. Donc ce sera un bon test, mais oui, globalement, ça va un petit peu mieux, oui. ouais, tant mieux, écoute, hein, tant mieux pour, United. On va passer à un petit Arsenal-Chelsea avec, un petit but de Merino qui a suffi, pour, les Gunners et Chelsea, qu'est-ce qui se passe? Chelsea s'est retombé dans ses travers ou Bah, dis-moi tout. Chelsea, il se passe qu'ils n'arrivent pas à marquer sans Nicolas Jackson, qui est leur numéro 9. Quand il n'est pas là, tu n'as plus d'armes. Là, Pedro Neto en 9, c'est catastrophique. Mais Jadon Sancho aussi. Euh, Ils le disent qu'ils se focalisent sur un numéro 9. Ils auraient dû se focaliser bien avant. Ils ont dépensé le PIB de 3 pays cumulés et ils n'ont pas trouvé de numéro 9. Alors, ils ont trouvé tout l'effectif de Strasbourg. Ils ont trouvé 7 gardiens, 63 joueurs, mais pas de numéro 9. Bah, dès que Nicolas Jackson il est pas là, bah, tu marques plus. C'est compliqué. Au final, ça a Tu suffi pour m'étonnes. Arsenal qui a globalement dominé le match. Arsenal est en avance. Arteta est là depuis longtemps. Il y a des certitudes dans le jeu. Et puis, si tu n'es pas challengé, comme ça a été le cas, offensivement par Chelsea, eh ben, il te suffit d'un but sur un coup de pied arrêté encore. Oui, 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 Ça suffit, ça suffit, ça suffit parce que Chelsea n'est pas assez fort. ouais. Quel dommage quand on a vu de quoi ils étaient capables, en début de saison. Ils sont pas loin, ils sont pas loin, ils sont dans la course à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont quatrième, Chelsea, malgré la Ouais, défaite, ouais, puisque ouais, City, puisque City n'a pas gagné.
exact. On va en parler juste après d'ailleurs. Donc ils sont dans les objectifs. Maintenant, c'est la projection vers le futur qui est intéressante et aujourd'hui, ça stagne pour une projection plus élevée, ça c'est vrai. Par exemple, Arsenal, c'est un objectif plus élevé. Tu n'as pas réussi à faire mal et à exister même. Donc oui, il y a une marge de progression, mais en même temps, la base, elle est aujourd'hui, elle est dans les clous. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va être fait maintenant et pour la suite, on va voir. Exactement et puis on va passer à un petit City Brighton avec, ouverture du score sur penalty d'Haaland et ensuite c'est Estupiñán qui a répondu et ensuite un but de Marmoush, ce qui paraît c'était un bijou. Et il y a eu un contre son camp de Kusanov et pas grand-chose après en mi-temps d'ailleurs, après, seconde mi-temps un peu terne apparemment, non? Bah, il y a eu une grosse occasion pour Baleba en fin de match qui peut mettre le 3-2 pour Ouais. Brighton. Il manque une occasion quasiment immanquable. Vivement que la saison elle se termine pour City. Vraiment vivement parce que c'est compliqué. Il y a absolument aucune maîtrise dans le jeu. Marmoush met un très, très beau but, il met une frappe de loin, mais globalement, il y a plus du tout l'emprise qu'avait City sur ses matchs, sur le jeu, sur la possession. Et puis aussi, quand c'est le cas, sur chaque transition, c'est des espaces monstrueux pour l'adversaire et ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit plus le contenu de City pour être un ogre. Vivement la fin de saison, il va falloir viser le top 4, ça va être compliqué, justement face à Chelsea et d'autres équipes, mais notamment face à Chelsea, ça va être la bataille pour moi Chelsea-City pour la quatrième place, voire la troisième si Nottingham s'écroule, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc vivement que la saison se termine, vivement le mercato de cet été, vivement des, tu vois, de la lucidité sur la mise en place tactique, parce que j'ai l'impression que Guardiola s'est un petit peu perdu tactiquement dans ses idées, sur les latéraux pendant longtemps, et même encore aujourd'hui. Vivement que ça se termine, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de se faire battre par quasiment toute la première ligue. Donc c'est une saison très très compliquée et c'est pas une surprise que City soit en difficulté. Il va falloir lutter pour la quatrième place. Tu m'étonnes qu'il va falloir lutter parce que tu as 1, 2, 3, 4 équipes qui se tiennent à 2 points. Tu as Chelsea à 49, tu as City à 48, tu as Newcastle à 47 et tu as Brighton à 47 points. Ça va être compliqué, hein? Waouh! Ouais, bah, écoute, Newcastle qui va être boosté par sa victoire en Cup contre Liverpool. ouais, Ouais, ça va ouais, pas être évident. clairement, hein. Franchement, incroyable. Bon, Liverpool qui gagne encore contre Southampton, mais bon, j'ai envie de te dire, Non, non, Southampton, quoi. Liverpool, non, non, Liverpool, c'était ça, c'était avant le match retour contre le PSG. Liverpool, ils ont encore perdu, surtout ce week-end, contre Ah oui, Newcastle en c'est finale de la vrai! Coupe. Ouais, Exact, exact, exact. Mais pourquoi ils me l'affichent pas alors? bah, c'était le Ah match. ouais, Southampton, c'est avant le match retour du PSG. exact, exact. Pourquoi il me l'a Ils pas ont affiché? Tiens, perdu. c'est bizarre. Ils ont perdu. Moi, ça m'a fait beaucoup rire qu'ils perdent sur un but du numéro 9, Alexander Isak. Mmh. Quand tu as Darwin Nunez sur le banc, j'ai trouvé ça très, très rigolo. Ah mais oui, c'est ça, c'est parce que tu parles de la Carabao Cup. Oui, il y a eu la finale. Il y a eu la Ouais, moi finale où Liverpool. je te parlais du championnat moi. C'est pour Oui, ça. mais championnat, Southampton, ça remonte Oui, à c'est 10 vrai, jours ouais. déjà. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Exact. Ouais, c'est un match, Entre-temps, il y ouais. a eu défaite contre le PSG, élimination de la Ligue des Champions, et défaite contre Newcastle, élimination en finale, enfin, défaite en finale de la Cup. Ils ont perdu deux trophées en 5 jours quand même, la Liverpool. Il reste que la Première Ligue maintenant. On parlait de triplé il y a 10 jours, aujourd'hui il en reste un, c'est la Première Ligue. Moi, ça m'embête. Ça m'embête. Alors, c'est très bien qu'il Ouais, reste la 12 Première points, Ligue mais et bon. ça va être le cas parce que 13 points d'avance, bon, très bien. Je vois des choses qui m'embêtent de plus en plus, hein. En fait, ça m'a fait beaucoup rire qu'Isaac donne la victoire. J'ai envie de leur dire, tu sais, chais, c'est comme ça. Euh, que le numéro 9 en face tue ton match, alors que toi, tu n'en utilises pas, bah, ça m'a fait sourire. Ah, tu dur Manu, tu dur. OK, bah, écoute, merci pour, ce petit moment, Premier League et puis on va ouvrir un autre livre, le livre de la Serie A. Il se passe des choses en Serie A, crois-moi. Mais déjà, on a vu un beau match entre l'Atalanta, la DA et l'Inter, où c'est l'Inter qui sort victorieux
de ce top match. Est-ce que tu as vu ce match-là ou pas? J'ai moins vu la Serie A ce week-end déjà parce qu'elle est pas diffusée. J'ai vu la Juventus, Ah mais tu ouais. On va parler vite fait, de ce match-là si tu veux, parce que moi non plus mais j'ai pas vu le match. pour revenir rapidement sur l'Inter, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne et ça, je l'avais vu déjà en Ligue des Champions où j'avais regardé leurs matchs, les matchs aller-retour, c'est Lautaro Martinez que j'aime beaucoup trop, que je trouve beaucoup trop fort. C'est un atout qui est phénoménal dans une course au titre, dans une course au trophée. Je suis complètement fan de ce joueur, Lautaro Martinez. Heu, mais sinon, j'ai moins regardé la Serie A pour être honnête. Et j'ai lu que, Thuram était blessé. Il a pas été en sélection. Bah, on espère que c'est pas trop grave. J'ai pas trop vu ce qu'il avait, mais bon, ça devrait le faire pour la suite de la saison. Oui, oui, a priori, il rate que les 2 matchs et il ne sera pas remplacé et pour revenir sur l'autre Thuram du coup, Ouais, Kefren à la Juventus, hem, moi j'attends qu'on m'explique. J'attends qu'on m'explique l'évolution super positive depuis que Dusan Vlahovic est écarté et pendu sur la place publique à Turin. Où ouais. sont les où sont les super résultats de la Juventus? Où sont les joueurs qui courent partout, qui respectent les consignes, qui sont ultra performants? Bah, moi, j'attends ça, attends. On a pendu Dusan Vlahovic sur la place publique à Turin, mais on prend 4-0 et 3-0. Ben, moi, bah, faut qu'on m'explique. Thiago Motta, il a eu A+ au diplôme, thèse, antithèse, conclusion, synthèse. Bah, qu'il m'explique pourquoi est-ce que il a écartelé Dusan Vlahovic et aujourd'hui, il a pris 7 buts en 2 matchs sans en marquer un seul. Il y a que lui qui peut m'expliquer. Bah, l'explication, à mon avis, c'est qu'il faut changer de coach. Je crois que tu es potentiellement entendu par le board déjà qui est en train de sonder. Pas mal. Du côté de la Juve, on sait, on a parlé de De Zerbi tout à l'heure, mais pas que. Il y a même du Mancini, tu vois? Ils ont même sorti Mancini de leur, chapeau. Tudor, j'ai lu Tudor. Si Tu Tudor dors arrive, tous. c'est que Thiago Motta est vraiment dans la mouise. Ouais, tous de toute façon, tu même, le gars, mince, comment il s'appelle déjà? Gasperini. Ils ont même parlé de Gasperini à la Juve. Ça, à la limite, c'est très respectable parce que Gasperini, ce qu'il a fait à l'Atalanta pendant 8 ans, c'est monstrueux. Euh, mais oui, Thiago Motta, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Quand tu es aussi sûr de toi, avec des résultats aussi médiocres, il y a un problème. Ouais, Il y a un problème. Les joueurs ont l'air d'avoir un vrai problème. Il y a un problème de résultat, il y a un problème de contenu. C'est très, très loin du niveau de la Juventus et pourtant je y croyais beaucoup, je me suis planté, hein. Je me suis planté, j'y croyais beaucoup, c'est ouais, c'est très insatisfaisant. c'est très satisfaisant, sur la première partie de saison, tu fais autant de nuls déjà. C'est que, il y a quelque chose qui est bizarre dans cet effectif. Et si en plus tu arrives, à te faire fesser comme ça en 2 matchs, à prendre 4-0, 3-0, ouais, là, là c'est plus de la suffisance, c'est carrément, tu à la cave. Tu es Donc sorti de la Ligue des Champions, tu es sorti de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, quand même, ouais, qui doit avoir un budget équivalent à un mois de salaire de Thiago Motta, heu, donc non, il y a des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes, mmh et il a pas l'air de s'en rendre compte. Il a pas l'air de vouloir comprendre. La Juventus doit être ouais, plus grande que ça et va devoir passer un nouveau chapitre. ouais, c'est dommage parce que bon, il y avait quand même pas mal de hype, on va dire. Mais non, ça n'a pas fonctionné avec Mota, ça arrive, hein. Effectivement, on a déjà vu ce genre de choses arriver dans d'autres clubs, et la stabilité, on sait que c'est important dans le foot. Oui, puis il y a des choses que j'arrive pas à comprendre purement tactiquement. Je te parlais de Vlahovic, mais c'est pas la seule chose. Ça, c'est un point Oui, important pour moi. Mais par exemple, pourquoi tu as jamais mis Coupe Einers en 8 plus bas et Yildiz en 10? Ça te permettait d'avoir 2 vrais ailiers, pour apporter plus de danger offensivement. Pourquoi tu essayes pas autre chose? Soit il veut pas, soit il en est pas capable, je sais pas, mais il y avait clairement des choses à faire et ça n'est pas fait, ça n'a pas été fait. Donc c'est un vrai problème. ouais. Ouais, ouais, ouais. Totalement d'accord avec ça. Allez, on va enchaîner avec un autre match.
Mais on va sortir un peu, de la Serie A, on va parler, de la Bundesliga. C'est pas un championnat qu'on a l'habitude de connaître, enfin de regarder en tout cas pour moi. Mais je pense qu'on va quand même en toucher un mot, de ce Stuttgart, Leverkusen. Un 3-4, donc ça devait être un beau match. Et ben, j'ai regardé ce match et je me suis régalé. Je me suis régalé. Ah, tu l'as vu? Ouais, Leverkusen a fait une Leverkusen. Ils ont été menés tout le match. Ils ont été menés 2-0. Ils ont été menés 3-1. Et ils marquent. Alors, ils marquent le 3-2. Et ensuite, ils marquent 2 buts dans les toutes dernières minutes encore. Il a fallu l'entrée de Ouais, Boniface. Il a fallu que Xabi Alonso se réveille un petit peu de sa sieste, comme parfois, notamment offensivement, qui recule Frimpong, qu'il arrête de mettre Frimpong ailier, attaquant. Mettre un latéral droit attaquant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec Genesio et ça fonctionne pas avec Xabi Alonso et ça fonctionnerait pas avec Cruyff non plus. Euh, mais au final, ils ont eu la mentalité et le mental pour pas lâcher, pour revenir. D'autant plus que le Bayern n'a pas gagné ce week-end, donc ça permet de réduire un tout petit peu un écart qui est quand même très très trop important. Mais les Leverkusen, c'est satisfaisant dans l'ensemble depuis que Xabi Alonso est là. J'aime bien ce coach, même si parfois il fait des choix que je comprends pas trop. bah, déjà quand je regarde les stats, je suis, supporter de Stuttgart, je crois que je l'ai mauvaise. Tu as des XG à 2,19, tu fais 6 tirs cadrés, tu marques 3 buts, donc jusqu'ici tu te dis: «Bon quand même quoi, 50, c'est bien». Leverkusen, c'est 1,75 de XG, c'est 4 tirs cadrés, 4 buts. Parce que ça accélère uniquement en fin de match quand il fait les bons changements, quand il remet les joueurs dans des positions préférentielles, qu'il fait rentrer des attaquants. Alors là, il y avait Schick au coup d'envoi, Patrick Schick du côté de Leverkusen, mais Ouais, il n'a pas été bon. Mais oui, Stuttgart a longtemps dominé, a longtemps été meilleur. Bah, quand tu mènes 2-0 et 3-1, tu penses être tranquille, mais ça n'a pas été le cas. Euh, Stuttgart, c'est une équipe qui est très fragile défensivement. On l'avait vu contre le PSG. Je ne sais pas si tu te souviens ah oui, de ce oui, bah match. oui, En beh, Ligue des Champions, ils avaient surtout pris 4-0. je vois un nom qui m'est pas inconnu là, un certain Nubel dans les buts. Oui, aussi, absolument. J'espère que c'est pas lui qui bouffe la feuille et qui donne les buts, mais bon, Bah, en tout cas, il n'est pas décisif, ça je peux te le confirmer. Il coûte pas de but, mais il n'est pas décisif. d'accord. Ouais, Rappelle des c'était une souvenirs, non? ah bah, ça me rappelle des souvenirs et dis-toi que c'est toujours pas réglé puisque quoi, Nobel, c'était il y a 2 ans. 2 ans après, je veux encore un autre gardien, un nouveau gardien à Monaco. Donc, C'est vrai. si un club allemand veut récupérer les gardiens, on peut se parler. Il y a du business à faire. Heu, voilà, vous avez récupéré Nubel, venez récupérer Cohn et Madjeki. Oui, oui, Stuttgart est très C'est fragile dommage, hein, défensivement. parce que Mayeki, Non, mais je c'est le pas des mauvais trouvais gardiens. C'est attention, heu j'ai l'impression que tu vois, c'est facile de critiquer, de dire que c'est pas bon. C'est pas des mauvais gardiens. Il y a aucun joueur à ce niveau-là ou aucun gardien à ce niveau-là dont c'est le oui, bien métier sûr. qui n'est pas bon. Après, tu as des caractéristiques déjà physiques et puis tu as des préférences. Tu as, moi par exemple, et c'est peut-être débile, mais je sais que je veux un gardien qui est très grand. C'est comme ça. Je préfère ça. Ça me rassure. C'est ma vision et tu as d'autres coachs qui vont te dire, bah, moi, je préfère un gardien plus à l'aise au pied. Tu as d'autres choses qui vont dire, moi, je préfère un gardien qui saute plus rapidement. Il y a plein de stats pour les gardiens aussi à ce niveau-là. Mais après, c'est des préférences individuelles et des visions personnelles, et voilà. Oui, je suis d'accord. Après, j'aime bien, pour te dire, moi, les gardiens qui ont du tonus. J'ai pas besoin, d'avoir non plus, voilà, un gardien qui est trop grand parce que, ça peut être aussi handicapant. Donc, voilà, moi, je veux juste un gardien, un Bernard Lama, tu vois? Franchement, Rouli, par exemple, ouais, a beaucoup de tonus. Il saute très vite sur les ballons. c'est Peut-être qu'un ça. gardien plus grand ne peut pas permettre ça, c'est vrai. Mais moi, je trouve que l'envergure, par Oui, exemple, d'un Donnarumma, tu vois, elle est plus importante, notamment sur les phases de penalty, même si Rouli en a sorti aussi. Mais là, on a vu à Liverpool que c'est Donnarumma qui donne la qualif. S'il ne donne pas un but par match, eh ben, ce gardien, il est infranchissable quasiment. Enfin, s'il ne met pas des buts lui-même, quoi. oui, S'il est, il oui. est, il est, il est monstrueux. C'est le cas aussi de Petrovic à Strasbourg que j'aime énormément. Voilà, en dessous d'un mètre 94, 95, bah, j'ai du mal, mais
C'est comme ça, c'est personnel et ça veut pas dire qu'en dessous, tu peux pas être bon, loin de là. Oui, bah, ça oui, je confirme. Manu, je connais des gardiens qui sont pas immenses et pourtant, ouf! Genre, tu vois, bon, toute proportion gardée, Pepe Reina, ça a jamais été, un Golgoth, mais fallait lui marquer les buts, hein. Donc ouais, ouais, Je suis totalement totalement d'accord. d'accord et longtemps il y a eu ça et même encore aujourd'hui, tu as des gardiens moins grands qui sont très, très bons. C'est pas une question de taille, c'est pas ça, c'est préférence et puis il y a peut-être aussi une question d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évolue peut-être aussi vers un foot de plus en plus, tu vois, travaillé de manière statistique, Mmh. de manière individuelle et peut-être que ça va venir et c'est ce que je pense d'ailleurs, que les gardiens seront de plus en plus grands parce qu'on a vu Courtois dernièrement, on voit Donnarumma aujourd'hui, on voit Petrovic en Ligue 1. À mon avis, on va évoluer vers des gardiens de plus en plus grands, mais j'en sais rien et on verra bien. Ouais. Bah, ouais, ouais, totalement. Écoute, hein, après, voilà, on sait, que, dans le football actuel, il faut être bon au pied, il faut être bon dans ses 6 mètres, il faut être bon, voilà, pour aller chercher, des ballons, en l'air, par terre, limite, parfois j'ai l'impression que, sur ta ligne, c'est moins grave. Donc, je sais pas. C'est Non, non, sinon tu fais jouer Tenas. Tu fais jouer Tenas, tu lui Ouais, demandes de dribbler 4 joueurs et de sortir avec ballon. Et tu prends 7 buts. Mais non, au final, c'est pas Tenas qu'il faut faire jouer comme Luis Enrique l'a pensé à un moment, ni Safonov. Celui qu'il faut faire jouer au final qui t'a qualifié, c'est Donnarumma. Il a évolué c'est vrai. là-dessus aussi. Alors, il y a quelques mois, tu demandais à Luis Enrique, il te disait, mais Donnarumma, c'est un lampadaire, il peut pas me faire une passe. Ouais, mais en même temps, c'est lui qui t'a qualifié parce que le rôle d'un gardien, c'est pas d'être Lionel Messi ou Kevin De Bruyne. Le rôle d'un gardien, c'est de sortir des arrêts et de sortir des pénaltys et d'être décisif sur sa ligne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je me trompe peut-être. Non, mais après, encore une fois, je suis très content de ce que fait actuellement, Gigio. J'étais vraiment très circonspect la saison dernière quand il arrivait même pas à aller chercher des ballons dans ses 6 mètres. Bon, il est pas totalement rassurant non plus parce qu'il y a des phases de jeu où il va, souvent, mettre les points, en fait. Tu regarderas, il capte très rarement les ballons. C'est un peu le reproche que je peux lui faire à Gigio. Mais bon, on sait que c'est un bon gardien, hein, mais il a encore un step quand même voilà, à aller chercher, sur, bah, les ballons un peu plus loin de ses cages, quoi. Mais oui, totalement d'accord. Les ballons un peu plus loin, c'est tout nouveau, il l'a fait à Liverpool, avant il ne le faisait pas, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a rassuré. Et puis sur le fait des sauts de concentration dont on parlait, parfois il encaisse des Mmh. buts, on se demande s'il est dans les vapes, mais ça arrive de moins en moins, et c'est avec l'âge aussi, peut-être qu'il atteint une forme de maturité. Il Ouais, a ouais, 25 ans, 26 ans, il va avoir 26 ans. ouais, C'est 26, le il a moment, déjà donc c'est bien. 26. Donc c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, oui, c'est tout ce que je lui souhaite à Gigio, c'est que ça continue dans le bon sens, que, on dirait pas comme ça, mais, je supporte aussi la squadra azzurra et s'il peut et s'il peut, voilà, faire gagner la squadra, je lui dirai merci. Je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu veux qu'on parle, bah, de ce qui va se passer là, justement au niveau de la trêve internationale et des matchs de l'équipe de France peut-être? Tu veux dire, quelques mots? Match plutôt séduisant face à la Croatie. Hem, c'est la fin d'une ère, Deschamps. On se dirige doucement vers la dernière année et l'ultime compétition avec la coupe du monde 2026. Il y a pas énormément de changements, même si à l'arrivée de Désiré Doué, ça je suis content. J'aurais aimé plus de changements. J'aurais aimé une transition plus importante avec des joueurs comme Akliouche, avec des joueurs comme Cherki, avec des joueurs comme Boady. Moi, j'aurais aimé vraiment. J'aurais préféré voir ces joueurs-là qu'on me dise mais tu vas perdre la Ligue des Nations. Bah, très bien, je m'en fous. Moi j'ai envie que ces joueurs-là, ils acquièrent de l'expérience, qu'ils acquièrent du temps de jeu. C'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est logique parce que Didier Deschamps, il reste dans son optique de résultats immédiats, de performance et il a encore des choses à faire. Donc il reste avec le groupe qu'il a construit depuis maintenant 108 ans à peu près. Mais c'est logique. Bravo à lui, bravo pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, merci infiniment. Et j'ai hâte de voir la suite quand même, mais je regarderai ces matchs-là évidemment parce que ça reste des beaux matchs. Et j'attends surtout la Coupe du Monde, voir comment il peut clore le chapitre. Et j'ai hâte de la suite. J'ai hâte de voir tous les joueurs que j'ai envie de voir maintenant et qui ne sont pas appelés.
J'espère qu'il ne va pas choisir d'autres sélections. Akliou, je lui interdis. Mmh. Akliou, c'est à moi, donc je lui interdis. Les autres, je ne sais pas. Euh, on verra. J'ai hâte de les voir. Tu t'attends à quoi comme compo pour, la Croatie? Mbappé, Dembélé, Barcola, Ouais. Rabiot, euh, Chouameni et Kamavinga. Mmh mh. Et derrière, je m'attends à Théo, Théo à gauche, Koundé à droite et Saliba, Konaté. Ça devrait être ça. Tu mets qui dans les buts? Bah, Maignan, ça pour le coup, ça Ouais? va pas changer. D'accord. Bah, je sais pas, j'ai suivi un peu le Milan et il commençait à être Ouais, c'est un peu décrié, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais c'est un peu moins bon parce que le Milan est clairement en difficulté. Donc forcément, tu exposes ton gardien beaucoup plus quand ton équipe elle est en difficulté. Ça c'est 100% logique. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est le numéro un Maignan en équipe de France. Chevalier est très bon, mais il arrive petit à petit. Il doit prouver un niveau supplémentaire. Euh, ouais, Brice Samba, c'est compliqué parce qu'il y a eu son transfert, parce que il n'a pas le statut suffisant en équipe de France. Donc aujourd'hui, c'est le titulaire indiscutable au poste de gardien en équipe de France, c'est Mike Maignan. Je suis sûr qu'il sera bon parce que je pense que l'équipe de France ne sera pas autant exposée mmh, que l'est le Milan AC. Donc j'ai pas d'inquiétude sur Maignan. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que tu as quand même raison, mon cher Manu, je pense aussi comme toi, même si, c'est vrai que, bah, il me tarde de voir Chevalier en équipe de France. Voilà, c'est juste ça, mais oui, Mike, est là et bien là pour le coup. Donc, écoute, voilà, je vais aussi suivre, ce match-là. C'est jeudi, c'est, 20:45, bah oui, jeudi. Donc, on va voir, Croatie-France et après c'est dimanche, 23, France-Croatie pour le retour. C'est le nouveau format maintenant, aller-retour Mmh. de la Yes. Ligue des Nations. Là-dessus, normalement la France, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, je m'attends vraiment à ce que, du coup, comme on est dans cette optique en fait de résultats et de quête de performance, plutôt que d'ouvrir le groupe et de tester des choses, et ben là, on doit gagner. On doit gagner parce que c'est pas la Croatie là, elle a pris des rides hein, par rapport à la Croatie qu'on connaît C'est sûr. des éditions précédentes. On l'a vu sur le dernier Euro. C'est une Croatie qui est très très en difficulté, hein. Donc oui, je m'attends à ce que l'équipe de France soit supérieure, fasse très mal. Je regarderai, j'espère que ce sera le cas et j'ai bon espoir que ce soit le cas. Et c'est toujours un plaisir de voir l'équipe de France. Même si je comprends cette demande de nouveauté, moi aussi j'en ai envie, ben on va aller jusqu'au bout avec le groupe actuel. Et il y a d'énormes atouts, donc je suis quand même confiant et on doit battre la Croatie absolument. Yes. En tout cas, on a les armes, ça c'est une certitude. OK Manu, bah, écoute, je pense qu'on a fait un grand tour d'horizon. Tu as quelque chose qui vient à l'esprit, tu veux rajouter un point, ou pas? Pas de sujet précis en tête, je pense qu'on a tout abordé. Ouais, je pense aussi. C'était encore, Si tu es content, c'est le principal. ouais, une joie, hein, de discuter ensemble, comme, tous les lundis à 21h Manu. Non, merci à toi, Merci c'était un vrai encore. plaisir. Et je sais pas si on fait pour la trêve ou pas, tu me diras, mais sinon, Ouais. pour la Ligue 1. Bah, écoute, l'équipe, et moi-même évidemment, on te, préviendra évidemment s'il y a quelque chose. Je pense que, il y a de fortes chances, hein, que lundi il y ait quelque chose, mais voilà, on Tu me va voir diras. avec l'équipe évidemment. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci Nico pour la présentation. Merci à tous et très Merci belle à journée. vous. Merci Merci. Arsène pour la régie et Merci Arsène, puis, absolument. il est toujours là le monsieur, Il est fidèle toujours au là, c'est poste. lui qui lance tous les sujets, c'est lui qui prépare. Et moi, j'aimerais qu'il vienne avec nous la semaine prochaine ou la semaine d'après, il nous dira. Ah exactement, ça ce serait cool. Parce qu'il parle de foot aussi, vous le savez pas, mais avant les lives, il parle, hein. Donc, Eh ouais, on il veut a une l'entendre, langue. on veut débattre.
Yes, ce serait cool, Ayersen. En plus sur l'équipe de France, s'il te plaît, quoi. J'ai vu ta pépé, tu es obligé de parler de l'équipe de France, je suis désolé. Donc la semaine prochaine, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu viens parler. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est acté. Bref, on se quitte là-dessus. Merci encore de nous avoir écoutés, avec un Z, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo, zécoutés et on se dit lundi prochain à 21h. Ciao! Salut, salut.